Notre histoire commence dans un futur lointain, en 2121, dans un monde qui, soyons honnêtes, a connu des jours meilleurs. Après qu'une guerre nucléaire ait fait des ravages sur la planète, l'humanité se débrouille comme elle peut dans des villes fortifiées, les seuls endroits surrestants. Et c'est là que nous rencontrons notre personnage principal qui déchire le pavé sur sa moto quand, de nulle part, une créature gigantesque décide de se montrer. Quitter ces villes sûres est fondamentalement un aller simple pour se faire éliminer pour quiconque n'est pas dur à cuire. Mais notre héros continue son chemin sans montrer une once de peur. Le monde extérieur a été complètement détruit par l'énergie nucléaire et est maintenant un endroit assez étrange. Soudain, une menthe religieuse mutante géante disparaît entre les bâtiments, lorgnant sur notre ami. Ces insectes ont muté en bêtes nucléaires, le véritable cauchemar de la race humaine. La créature ne perd pas de temps et charge directement sur notre MC, prête à le découper avec ses griffes. Sans hésiter, le gars saute de sa moto et sort une lame sinistre, brillant d'une énergie violette vraiment louche. Il vole ensuite vers la bête nucléaire, totalement prêt pour l'affrontement qui va se produire. Le jeune homme s'ajuste en plein air, visant un coup direct en plein milieu du gros monstre. Et à une vitesse hallucinante, il tranche la créature plusieurs fois avec son arme énergétique. Après avoir éliminé la menace, il atterrit cool comme un concombre, car dans ce monde, mon ami, seuls les plus forts survivent. Pour gérer la chaleur ici, vous devez être plus fort et plus impitoyable que ces créatures mutantes. Mais les luttes de ce monde vont bien au-delà de ces créatures que nous avons vues jusqu'à présent. Juste à ce moment-là, un gars en costume dans une voiture blindée s'arrête juste à côté de notre personnage principal. Le jeune homme aux cheveux blancs semble suivre le véhicule pour une raison bien précise. Il montre ensuite une sorte de carte au monsieur derrière le volant. En regardant la photo, le conducteur confirme que c'est le manoir où il doit se rendre. Ils échangent un petit sourire narquois, car l'événement de ce soir promet d'être bon. Soudain, le vieil homme apparaît à l'extérieur de la voiture, totalement confus par la situation. Et dans la scène suivante, nous voyons l'homme en costume tout ligoté tandis que notre héros le regarde froidement. Le jeune homme prend ensuite ses vêtements et met un masque pour réussir son déguisement. Tout habillé, il s'approche de la porte du manoir qu'il a vu sur la photo. Il ouvre la porte et entre dans l'endroit mystérieux, qui ressemble à du pur luxe, à l'intérieur. Dès qu'il entre, une femme pointe une arme sur sa tête, sans poser de questions. Elle veut savoir qui il est et ce qu'il fait là, puisqu'elle ne l'a jamais vu auparavant. Juste après, une autre femme apparaît et avertit que s'il fait un pas de plus, elles s'occuperont de lui. Aussi calme que possible, le jeune homme met sa main dans sa poche et leur dit de regarder de plus près. Il montre ensuite un objet doré et les femmes en sont complètement abasourdies. La réceptionniste reconnaît immédiatement l'objet et dit que c'est un invité VIP très spécial. Le jeune homme dit qu'il est venu passer un bon moment et qu'elle ferait mieux de ne pas gâcher sa soirée. En entendant cela, les deux l'accueillent à l'endroit connu sous le nom de Desert Eden. L'une des femmes utilise ensuite une carte pour ouvrir le passage et le guide à l'intérieur. Les deux s'inclinent et lui souhaitent une merveilleuse visite. L'homme masqué marche ensuite seul dans un couloir sombre vers une porte géante. Les énormes portes doubles commencent à s'ouvrir, révélant ce qu'il y a à l'intérieur. Ce soi-disant Desert Eden est en fait un club secret qui est devenu assez célèbre récemment. La foule qui traîne ici est soit un grand ponte régional, soit quelqu'un de richissime. Et ce qui attire toutes ces personnes puissantes, ce sont les services spéciaux offerts sur place. Tous les invités sont rassemblés, regardant la scène, où apparaît une fille. Un hôte les accueille et reste réaliste ici. La seule chose qui compte, c'est l'argent. Avec un sourire sinistre, elle promet qu'avec de l'argent, ils passeront le meilleur moment de leur vie. Elle tire le rideau, montrant ce qui était caché derrière. L'hôte annonce le début d'une vente aux enchères, et plusieurs filles sont amenées sur scène pour le public. Les produits, comme on les appelle, sont triés sur le volet et promettent une expérience unique aux acheteurs. L'hôtesse encourage ensuite les invités à dépenser leur argent sans hésitation. Yeah. Le service spécial de la maison est constitué de ventes aux enchères illégales impliquant des personnes. Mais croyez-moi, le terrier de lapin va bien plus profond que cela. Pendant ce temps, une femme aux cheveux blancs s'approche de notre héros et lui demande pourquoi il est tout seul. Elle se demande ensuite s'il ne s'intéresse pas aux produits exposés sur scène. Avec un regard de dédain, le jeune homme dit que c'est ennuyeux et demande s'il y a quelque chose de plus excitant. La femme sourit et dit que c'est un homme de goût, et que pour avoir accès à quelque chose de mieux, il doit se qualifier. Sans un mot, il lui montre l'objet doré qu'il a utilisé pour entrer. La femme est sous le choc quand elle le voit, et le jeune homme demande si c'est suffisant comme qualification. Elle s'excuse abondamment de ne pas avoir reconnu son statut et l'invite à la suivre. Les deux montent ensuite les escaliers, laissant la foule derrière eux, qui continue la vente aux enchères. La femme conduit ensuite notre MC dans une pièce privée, ouvrant la porte pour lui. L'homme masqué entre et se retrouve dans une pièce luxueuse avec un lit géant au centre. Sur le lit, une fille aux cheveux roses se présente comme Xiao Mei et dit qu'elle a 18 ans. La femme aux cheveux présente la fille comme un article de haute qualité et demande son avis. Avec un petit sourire narquois, notre héros répond qu'elle n'est pas mal du tout. L'escorte dit alors au revoir, et lui dit de profiter de son temps privé avec la fille. Le MC pense en lui-même qu'il a enfin trouvé un produit de premier ordre. Xiao Mei s'offre à lui, disant qu'à partir de maintenant, elle est son animal de compagnie exclusif.
Il s'approche ensuite d'elle et lui demande de quoi parle ce genre de discours. La fille aux cheveux roses le traite de vilain, et lui demande pourquoi il fait encore l'idiot. Le jeune homme se penche alors sur le lit, jouant le jeu avec elle. Allongée, elle dit qu'elle est prête à commencer le jeu. Il se lève soudainement et dit qu'il a trouvé le tout trop simple et ennuyeux. Surprise, elle demande s'il n'aime pas quand elle prend les devants. À ce moment-là, elle se demande s'il préfère qu'elle soit un peu plus audacieuse. La fille promet qu'elle sera super obéissante et agit de manière soumise. Elle chuchote que si elle n'est pas une bonne fille, il peut appliquer une correction, disons, plus intense. Avec un sourire énigmatique, il demande si elle aime les méthodes de discipline plus exigeantes. La jeune femme, avec un regard provocateur, répond qu'elle aime sentir le contact de l'instrument de son maître. Il dit juste « bien » et la repousse fermement, son expression maintenant sérieuse. Notre héros révèle un vrai fouet, qu'il avait gardé caché tout le temps. Il la met ensuite au défi d'essayer la vraie affaire, en prenant une position d'attaque. Sans hésiter, il porte un coup puissant, arrachant un cri aigu à la jeune fille. Elle demande pourquoi il lui a fait mal et dit qu'elle ne pourra pas le servir si elle est toute abîmée. Il répond froidement qu'elle devrait pouvoir l'encaisser après tout, son espèce n'abandonne pas facilement, à moins d'être éliminée pour de bon. Et pour couronner le tout, il l'appelle femme bête, laissant la pauvre fille complètement choquée par cette révélation. Furieuse, elle exige de savoir comment il l'a découvert et demande s'il fait partie de ces nécrophages qui chassent son espèce. Le jeune homme arrache alors son déguisement, révélant son véritable look de chasseur. Il se moque d'elle, disant qu'il est membre premium, et que son odeur et sa température corporelle ont révélé son déguisement. Elle change de tactique sur le champ, et toute douce et séduisante, dit que puisqu'il est un invité important, elle le servira très bien. Ses bras se transforment en griffes et elle le serre dans ses bras, disant qu'elle veut juste le mettre à l'aise. Mais notre héros ne plaisante pas et la jette avec le fouet juste au moment où elle révèle sa véritable forme de créature monstrueuse. La créature s'envole et notre MC se prépare déjà pour le prochain round, ne lui laissant pas un instant pour respirer. La créature, toute confuse, veut savoir qui il est vraiment et comment diable ce fouet a pu briser son déguisement. Elle le toise et pense, mince, ce type a tout d'un nécrophage débutant. Alors elle ne comprend pas comment un bleu comme lui a une arme aussi fouettée. Il répond calmement qu'il n'est qu'un chasseur ordinaire qui a appris la mission de tous les éliminer. Plein de lui-même, le jeune homme lui accorde même un peu de répit et lui dit d'appeler ses petits amis, car combattre toute l'équipe en même temps lui ferait gagner du temps. La bête est furieuse de son attitude, mais elle sait que si ses amis se montrent, ce sera une autre histoire. Et comme par hasard, une botte élégante à talons entre en scène, annonçant que la cavalerie est enfin arrivée. Les employés du club se présentent, révélant qu'ils sont aussi des femmes bêtes déguisées. L'une d'elles, portant un bandeau, commente qu'elle pensait qu'il serait une noix dure à craquer, mais, à la fin, ce n'est qu'un gamin. Celle aux cheveux blancs, de la réception, offre un coup de main, car le jeune homme semble être plus que sa collègue ne peut en supporter. La première réceptionniste que nous avons vue, celle à la porte, avertit le groupe de ne pas baisser sa garde, car le type est un nécrophage. Quant à la créature rose, celle qu'on appelle Xiaomei, elle se transforme encore plus et avertit que l'utilisation de griffes ne fera rien contre un chasseur préparé comme lui. Elle se vante ensuite, disant que d'autres nécrophages qui ont tenté leur chance avant n'ont même pas eu une chance. Une autre bête, avec une sorte d'ambiance de patron, se moque du fait qu'il soit tout seul et qu'il ait l'air d'un bleu perdu. Ils conviennent d'en finir rapidement, car il y a un énorme festin de gens qui les attend dehors. Ensuite, toute l'équipe charge sur notre héros ensemble, criant qu'il aille rencontrer son créateur. Notre héros fait face aux 5 monstres géants et avec un calme total, dit que le fait qu'ils attaquent tous en même temps ne fera que faciliter son travail. Et juste comme ça, il sort un talisman qui commence à briller d'une puissante énergie dorée. Le jeune homme active ensuite l'objet mystérieux, se préparant à déchaîner une capacité maléfique sur les créatures. L'énergie du talisman, maintenant bleuâtre, est canalisée directement dans son fouet, qui commence à briller intensément. Et puis il déchaîne une attaque électrique dévastatrice qui frappe les 5 monstres en même temps, faisant frire tout le monde. L'un d'eux s'envole et tout amoché, se demande comment un simple chasseur peut utiliser des capacités spéciales de ce niveau. Allongée sur le sol et complètement démolie, la créature rose admet qu'en fin de compte, elle a sous-estimé le type et a fait une grosse erreur. Notre héros se tient droit, regardant simplement ses ennemis étirés sur le sol, sans aucune chance de continuer le combat. Il explique ensuite que ce n'était pas sa propre capacité spéciale, mais la puissance d'un objet magique surpuissant. Le jeune homme commente que cela valait la peine de dépenser un talisman de foudre aussi cher pour éliminer 5 ennemis à la fois. Sorti de nulle part, un autre chasseur entre dans la pièce et sa mâchoire se décroche devant la scène, toutes les créatures vaincues sur le sol. L'homme et son groupe s'enfuient en hurlant de terreur qu'il y a des bêtes, des femmes qui grignotent les clients. Il s'avère que ces 5 nuisibles attiraient les gens là-bas avec la promesse de services spéciaux. En coulisses, ils dévoraient aussi certains des clients qui venaient y chercher du bon temps. Ces femmes bêtes sont beaucoup plus évoluées que les bêtes nucléaires communes, étant aussi intelligentes que les humains. Notre héros se présente comme Liu Xing et dit que sa mission était simplement d'éliminer les bêtes des lieux. Il retire ensuite les noyaux nucléaires des créatures vaincues, une récompense supplémentaire pour la mission réussie.
Dans ce monde, les chasseurs sont gérés par une guilde et s'occupent de toutes sortes de problèmes. La plupart d'entre eux sont de nouveaux humains, un groupe de personnes qui éveillent des pouvoirs à cause des radiations. En plus d'avoir leurs attributs physiques renforcés, ils peuvent aussi éveiller des super-pouvoirs. Lucin confirme qu'il est un nouvel humain, mais sa capacité spéciale est vraiment hors du commun. Après avoir terminé le travail, notre MC saute sur sa moto et s'en va. Dans un rapide flashback, on voit qu'il était un orphelin qui se faisait tabasser et avait faim pour survivre. Jusqu'au jour où il a rencontré son sauveur, le capitaine de son équipe de nécrophages, Fan Xiaoyu. Elle a découvert qu'il était un nouvel humain et l'a invité dans son équipe, les léopards jumeaux. Après avoir travaillé dur à l'entraînement, il a atteint le rang C, mais il est encore loin des gros bonnets du rang S. Il a trouvé un moyen de devenir plus fort en utilisant des armes qui, disons, n'appartiennent pas à ce monde. De retour en ville, le jeune homme gare sa moto devant l'immeuble où il habite. Pour assurer sa sécurité, il verrouille la porte avec une chaîne et un cadenas robuste. Notre héros entre dans sa chambre, un endroit très simple qui est tout le contraire de ce manoir luxueux. Le jeune homme s'assoit dans le coin de la pièce, tenant un objet vert qui brille de mille feux. Il ferme lentement les yeux et s'évanouit, après une journée sérieusement épuisante. Ses yeux s'ouvrent brusquement, et maintenant l'un est violet et l'autre est jaune. C'est sa nouvelle capacité humaine spéciale qui lui permet de voyager dans un autre monde. Cet endroit est complètement différent de son monde d'origine, et est connu sous le nom de Royaume Immortel. Contrairement à l'Apocalypse, dans ce monde bizarre, il est possible de cultiver l'immortalité. Une petite fille flottante apparaît et demande si ce maître de secte s'est enfin réveillé. Notre héros, maintenant dans des vêtements différents, dit que la mission a été un succès et qu'il a collecté un tas de matériaux. Il se souvient qu'à un moment donné, il dormait dans le désert, et l'instant d'après, il s'est réveillé dans cet endroit de fou. Même s'il a déjà voyagé ici, il trouve toujours tout cela un peu incroyable. Pour expliquer comment ce bazar a commencé, il a besoin de remonter de quelques mois dans le temps. La scène nous emmène ensuite dans un endroit sombre avec un tas de gens qui ont passé l'arme à gauche sous un ciel rouge. Ce jour-là, il s'était endormi chez lui, comme d'habitude, ignorant ce qui l'attendait. Mais quand il a rouvert les yeux, il s'est retrouvé dans un endroit bizarre et s'est demandé où diable il avait atterri. C'est à ce moment-là que Liu Xing a réalisé qu'il avait été transporté dans un autre monde complètement différent. Au début, il pensait qu'il faisait juste un cauchemar à propos de tout ce qu'il voyait autour de lui. Mais la forte odeur des corps était si réelle qu'elle lui a donné la nausée. À sa grande surprise, son bracelet de chasseur est venu avec lui et fonctionnait toujours parfaitement. Cependant, dans l'instant suivant, quelque chose d'encore plus bizarre est apparu juste devant lui. Il a vu un ancien bâtiment flottant recouvert de pointes étranges, une scène vraiment d'un autre monde. À ce moment-là, un violent mal de tête l'a frappé, et les souvenirs du propriétaire original du corps ont commencé à surgir. Il a découvert que l'énergie spirituelle de ce monde était épuisée et remplacée par une énergie maléfique. Avec cela, divers démons et monstres ont commencé à chasser les gens, laissant derrière eux une traînée de destruction. Et les méthodes des cultivateurs restants étaient encore plus sinistres pour maintenir leur pouvoir. L'ancien propriétaire de ce corps était un disciple de la secte Ascension, et son travail consistait à déterrer des trésors. Les gens ordinaires ne pouvaient pas résister aux cultivateurs, alors tout ce qu'ils pouvaient faire était d'obéir. Le maître du sexe de l'Ascension semblait être un type juste qui protégeait ses terres. Mais en réalité, il considérait ses disciples comme du bétail pour sa propre culture et son pouvoir. Le maître extrayait l'âme de ses disciples et appelait même cet acte une bénédiction pour eux. Certains disciples ayant une plus grande aptitude à la culture sont devenus des matériaux pour la fabrication de pilules d'ascension. Ainsi, de nombreux disciples ont été sacrifiés et leurs corps ont simplement été jetés dans le désert. Choqué, il se demande si c'est la voie de la cultivation dans ce monde et comprend qu'il s'est réincarné dans le corps de quelqu'un d'autre. Soudain, son mal de tête revient, et il se demande si d'autres souvenirs arrivent. Dans un souvenir, un ancien dit au jeune Liu Xing qu'autrefois, il y avait d'innombrables maîtres cultivateurs. À l'époque, les pratiquants puissants étaient aussi communs que les nuages dans le ciel. Les cultivateurs d'aujourd'hui ne seraient rien de plus que de simples apprentis dans le passé. Le maître de secte de cette époque était si incroyable que même les rois démons venaient apprendre de lui. Mais les bons moments ont pris fin, et un jour, l'énergie spirituelle s'est épuisée, et le ciel s'est pratiquement effondré. Pour préserver la secte, le maître de cette époque a utilisé une technique secrète et interdite. Cette technique a protégé le hall principal, mais la secte a été enterrée, attendant que quelqu'un la ravive. Cependant, avec la fin de l'énergie spirituelle, l'énergie maléfique s'est répandue dans tout le pays. À la place des anciens, de nouveaux cultivateurs ont émergé qui utilisaient des méthodes démoniaques pour gagner en puissance. À cause de cela, le monde d'aujourd'hui est appelé le domaine du raffinage immortel, et le mal prévaut. L'ancien dit que le garçon est le dernier descendant de la secte, et qu'il doit la réveiller un jour. Dommage que le propriétaire original se soit fait prendre avant de trouver l'entrée, donc l'héritage est maintenant tout à lui. L'ancien lui ordonne de trouver les ruines de la secte et d'utiliser un bracelet pour ouvrir le passage. De retour dans le présent, le jeune homme suit les instructions à la recherche de l'emplacement des ruines. Il se rend alors compte que la description correspond parfaitement au tas de corps où il s'est réveillé pour la première fois. Soudain,
son bracelet nécrophage émet un bip, détectant une forte énergie nucléaire souterraine. Avec ce nouvel indice, il commence à chercher dans le tas de corps la source du signal. Juste à ce moment-là, il trouve un puits, et les deux bracelets réagissent, indiquant que l'entrée se trouve par là. Alors qu'il descend, la résonance se renforce, confirmant qu'il est sur la bonne voie. Mais les personnes enterrées là se sont transformées en monstres et essaient de l'attraper, ce qui rend la descente difficile. Finalement, après une longue marche, il atteint le fond du mystérieux puits. L'alarme du bracelet sonne comme un fou, et il fixe un trou sombre devant lui. À ce moment-là, des mains squelettiques commencent à émerger de l'obscurité du trou terrifiant. Les yeux écarquillés, notre héros réalise que quelque chose approche. De l'obscurité émerge alors un monstre squelettique géant et très effrayant. Sans perdre de temps, le jeune homme se met en position de combat, prêt pour un combat. D'un mouvement rapide, il charge vers l'avant et assène un puissant coup de poing à la créature. Il se souvient du schéma de tapotement que l'ancien lui a enseigné et récite l'incantation, touchant la créature squelettique. À cela, l'œil du squelette commence à briller intensément, avec une lumière très vive. Le monstre géant et les plus petits sont enveloppés d'une énergie bleue et se désintègrent. Les squelettes deviennent des crânes flottants avec des flammes bleues, qui tournent autour de lui. Les crânes commencent à tourner rapidement, formant une sorte de portail. Il comprend que le monstre était le gardien, et que le portail est l'entrée de l'ancienne secte. Avec un sourire, il comprend que le bracelet de jade est la clé pour entrer dans le portail. Sans hésitation, notre héros court et saute directement dans le mystérieux portail. Son pied traverse le portail, et il est transporté de l'autre côté du passage. À l'intérieur du portail, nous voyons plusieurs crânes violets se rassembler et exploser avec de l'énergie. Un squelette médite au milieu de l'énergie violette, absorbant toute la puissance pour lui-même. L'énergie se transforme ensuite et recouvre le squelette d'une armure dorée brillante. La transformation révèle un être doré avec de nombreux bras, ressemblant à une divinité antique. Finalement, le jeune homme atteint sa destination, de l'autre côté du passage mystique. Il se retrouve maintenant à l'intérieur d'une structure à l'allure très ancienne. Notre garçon a lu des choses sur les mondes de cultivation, mais le voir de ses propres yeux est bien plus choquant. Soudain, son bracelet commence à briller d'une lumière rouge, et il se demande ce qui se passe. Ensuite, une énergie rouge sort de sa main et se dirige vers le grand bâtiment devant lui. L'énergie se transforme ensuite en la petite fille flottante qu'il a rencontrée auparavant. La petite créature lance alors une vague d'énergie dorée vers notre héros. L'énergie enveloppe complètement le corps de notre MC, qui reste immobile. La fille l'appelle maître de secte et dit qu'il a sauvé la secte païenne et terrestre. Confus, il lui demande pourquoi elle l'a appelé ainsi, et elle dit qu'elle va expliquer la situation. Elle explique quel est l'esprit de la formation de la secte, et qu'une partie d'elle a été scellée dans le bracelet. À l'âge d'or, l'ancien maître de secte a créé une méthode de cultivation qui mélangeait l'immortel et le démoniaque. Mais l'énergie maléfique a corrompu les bêtes et les cultivateurs, qui ont perdu le contrôle et ont attaqué. Au moment critique, le maître de secte a dû intervenir pour sauver tout le monde du chaos. Avec seulement 2 mouvements, il a utilisé ce mantra de purification spirituelle pour inverser la tendance. Il a utilisé la technique sacrée de rupture de mots pour mettre fin à la menace. Avec cela, la statue dorée géante écrase les ennemis avec un coup de poing dévastateur et explosif. Le premier mouvement de la technique était la lumière du chemin juste qui a anéanti la plupart des démons. Le deuxième mouvement a utilisé les démons eux-mêmes pour nettoyer ceux qui ont survécu à la première vague. Avec un ordre, il ordonne aux grands empereurs démons de ramener les autres d'où ils venaient. Et avec seulement ces 2 frappes, il a presque anéanti toute la première vague de démons maléfiques. Même étant si puissant, il ne pouvait pas gérer le nombre absurde d'ennemis. En fin de compte, le maître de secte n'a eu d'autre choix que de sceller la vallée de raffinage immortel. Pour ce faire, il a sacrifié sa propre âme et son sang, activant une formation qui a scellé toute la secte. Ainsi, le hall principal a été scellé sous terre avec les âmes des disciples en sommeil à l'intérieur. L'ancêtre du propriétaire original du corps était en mission et n'a pas pu revenir à temps. Il a reçu le décret du maître de secte de survivre et, un jour, de raviver la vallée immortelle. Maintenant que Liu Jing a réveillé le petit immortel, il est naturellement devenu le nouveau maître de secte. Mais, pour ranimer la secte, il doit rassembler de l'énergie spirituelle, ce qui est impossible dans ce monde. Heureusement, la réaction de son bracelet nécrophage lui a donné une idée très audacieuse pour résoudre ce problème. Il théorise que l'énergie nucléaire et l'énergie spirituelle peuvent être échangées d'une manière ou d'une autre. Le jeune homme se demande alors s'il pourrait apporter les cristaux nucléaires dans ce monde et s'il peut revenir. La petite immortelle lui demande s'il va bien. Il dit qu'il est fatigué et demande un endroit pour se reposer, et elle le guide vers une chambre. Avant de dormir, il demande à la petite immortelle de le protéger, et elle accepte l'ordre. Dans un endroit sûr, il finit par s'endormir après tant de tension. Soudain, ses yeux s'ouvrent à nouveau avec les couleurs jaunes et violets habituelles. En se réveillant, il se rend compte qu'il est revenu dans son monde d'origine, et le bracelet de jade est venu avec lui. Avec cela, il arrive à 2 conclusions. Il peut voyager entre les mondes en dormant, et il peut emporter des objets avec lui. Il teste donc sa théorie en tenant un cristal nucléaire et essaie de l'emporter dans l'autre monde. Peu de temps après, son hypothèse est confirmée, et il montre le cristal à la petite immortelle. Comme prévu,
il peut apporter tout ce qu'il touche dans le monde de la culture. Avec cette énergie, elle dit qu'ils peuvent activer l'artefact le plus important, le chaudron de la Renaissance. Le sol s'ouvre, et un grand cercle magique invoque le chaudron de vie pour eux. La petite immortelle explique que le chaudron peut être réactivé avec de l'énergie spirituelle. Avec le chaudron, il peut forger de nouveaux corps pour les âmes des disciples qui ont été scellés. Notre héros leur ordonne alors d'activer le chaudron pour ramener l'un des disciples. La petite immortelle dit que sa chance décidera quel disciple reviendra, et le jeune homme trouve cela intéressant. Elle ne comprend pas ce qu'il voulait dire, mais se souvient qu'elle doit l'avertir de quelque chose d'important. À ce moment, un phénix de feu émerge du froid, et le corps du disciple est presque prêt. La créature de feu vole alors vers lui, et la petite immortelle l'avertit d'être prudent. Notre héros est impressionné par la vitesse du phénix de feu et se prépare à l'impact. Sans aucune crainte, il tend la main et parvient à attraper la créature enflammée qui s'approche. Il saisit alors le cou du nouveau disciple qui est englouti par les flammes et a des ailes noires. La femme a une apparence sombre et regarde le maître de secte avec un regard très intimidant. Son corps est couvert de marques de feu, et elle semble avoir une grande puissance cachée. Le disciple se demande comment il ne craint pas son feu et demande qui il est réellement. Elle voit alors le bracelet de jade à sa main et est choquée, se demandant qui il pourrait être. À ce moment, la petite immortelle dit au nouveau disciple de respecter le jeune maître, et il l'accueille. La nouvelle venue est toujours méfiante car elle se souvient que l'ancien maître a drainé sa puissance et est parti. Elle théorise alors qu'il pourrait être la réincarnation du maître et décide de tester son passé. Avec de majestueuses ailes violettes, elle demande pour quelle raison ils l'ont réveillé de son sommeil. Notre héros répond avec un sourire que c'est pour qu'elle rejoigne et aide à ranimer la secte. Mais la femme répond avec dédain qu'elle n'a aucun intérêt à participer à quelque chose d'aussi ennuyeux. La petite immortelle se met en colère et la menace pour avoir manqué de respect au maître de secte. Ensuite, le disciple crie de s'en aller et la jette avec une explosion de feu. Elle dit que son destin est le sien et que personne ne la contrôlera dans cette vie. À ce moment, le bracelet du jeune homme brille et une chaîne d'énergie en sort. La chaîne emprisonne alors le disciple rebelle et l'électrocute avec une immense puissance. Avec la femme vaincue, la petite immortelle est surprise qu'ils connaissent la victoire. Malédiction Yang. Il explique qu'en entrant dans la salle, le bracelet est entré en résonance avec les âmes qui y étaient scellées. La petite immortelle se souvient alors de quelque chose d'important qu'elle devait lui dire. Elle révèle que tous les disciples scellés étaient en réalité de puissants démons et monstres. À cela, il a compris que l'ancien maître avait besoin d'un atout dans sa manche pour tous les contrôler. Il a vu la chaîne être transférée au nouveau corps et était certain de sa théorie. Le jeune homme dit qu'il a juste tiré le bracelet par accident et a activé la malédiction par hasard. Le disciple se présente alors comme un corbeau de feu, un esprit du feu qui a pris une forme humaine. Le jeune homme dit qu'elle n'est qu'un esprit d'artefact et menace de la ramener en arrière pour être inutile. Désespéré, le disciple explique qu'elle était un artefact immortel de haute qualité pour raffiner les objets. Elle offre ensuite ses trésors magiques scellés, suppliant le maître de les accepter comme preuve. Mais notre héros et la petite immortelle ne sont pas impressionnés par sa sincérité et lui font leurs adieux. À cela, la femme promet que si elle a de l'énergie spirituelle, elle peut raffiner encore plus de trésors pour lui. Le jeune homme fait alors semblant de céder et accepte de lui donner une seule chance de prouver sa valeur. De retour dans le présent, le maître de secte ouvre la porte pour les deux avec un sac de cristaux. Demande à Firecrow si l'énergie spirituelle de ces cristaux nucléaires est suffisante. Le disciple est émerveillé par la quantité d'énergie et remarque que la pierre est différente. Avec les cristaux en main, elle a enfin la chance de raffiner à nouveau des trésors. Elle dit donc de commencer immédiatement et se prépare à utiliser ses capacités de feu. La femme utilise sa technique de raffinage du feu pour commencer à travailler sur les cristaux. Ses mains ensemble et englouties dans les flammes, elle crie pour activer toute sa puissance de raffinage. Le cristal est alors consumé par son énergie pour être transformé en un nouveau trésor. À la fin, elle est fière d'avoir raffiné le talisman céleste du faucon de l'ombre bleue. Le jeune homme analyse le talisman et, d'après le nom, déduit que l'objet peut activer les pouvoirs de vol. Le disciple répond alors que pour obtenir de meilleurs trésors, ils doivent augmenter l'énergie spirituelle. Elle utilise son art de raffinage de trésors dans une super version pour créer quelque chose de nouveau. Cette fois, elle montre qu'elle a réussi à raffiner une graine brillante et très mystérieuse. La petite immortelle reconnaît la graine et dit que sa plante est très délicieuse. Soudain, le disciple du feu tombe au sol, paraissant faible et sans énergie. Elle explique qu'elle a faim et que raffiner des trésors consomme beaucoup d'énergie. À cela, la femme finit par s'évanouir de faim dans les bras de notre MC. Il la tient et dit qu'il semble qu'elle s'est évanouie de faim et qu'il va l'emmener se reposer. La petite immortelle avertit qu'elle va se rétablir, mais le problème de la nourriture doit être résolu. Le disciple est ensuite mis au repos pendant qu'ils réfléchissent à une solution. Le jeune homme se souvient qu'il a déjà essayé d'apporter de la nourriture dans l'autre monde, mais les expériences ont échoué. Il dit que sans résoudre le problème de la faim, il ne peut pas ranimer d'autres disciples, mais elle a une idée. La petite créature dit que même sans comprendre, elle exécutera tout ce que le maître décidera. Soudain, le chaudron tremble violemment et elle explique que deux disciples reviennent. Du chaudron émergent alors deux dragons, un blanc et un violet, qui se battent. Le jeune homme utilise alors sa malédiction yin-yang,
et des chaînes d'énergie piègent les deux dragons. Avec un cri furieux, il ordonne aux deux d'arrêter de se battre immédiatement et d'obéir. Les dragons se transforment ensuite en deux femmes, qui continuent le combat en se tirant les cheveux. Soudain, une boule de feu sort d'une pièce et une femme demande comment elle peut dormir avec autant de bruit. La disciple du feu voit les deux nouvelles filles et rejoint le chaos avec un regard irrité. Elle reconnaît alors l'une des nouvelles disciples et demande, surprise, si c'est vraiment elle. Notre héros et la petite mortelle sont confus, ne sachant pas qui sont les deux nouveaux venus. La disciple du feu explique quelles sont les célèbres sœurs du clan du dragon. Apparemment, les deux sont comme le feu et l'eau, et même ressuscitées ensemble, elles ont déjà commencé un nouveau combat. La petite immortelle dit aux deux d'arrêter de se battre et de remercier le maître de les avoir ramenés à la vie. À ce moment-là, les sœurs sont surprises d'entendre le mot maître et regardent le jeune homme, confuses. L'une d'elles s'approche et touche sa poitrine avec une expression d'admiration et de surprise. Elle commente qu'il est extraordinaire et sent une énergie spirituelle intense dans son corps. Elle propose de l'aider dans sa cultivation, car elle est la plus compétente en technique. Une femme aux cheveux longs propose de lui enseigner une technique spéciale de double cultivation. À cela, l'autre sœur se fâche et la frappe, disant que le maître n'a pas besoin de ses enseignements. La rousse se vante d'être la meilleure assassin sexuelle et dit que c'est elle qui va lui enseigner. Elle s'offre également pour cette technique spéciale de double cultivation qu'elle connaît. Firecrow suggère alors qu'elles peuvent le faire ensemble ou se battre pour voir qui gagne. À cela, les deux sœurs recommencent à se battre pour décider qui aura le maître. Le jeune homme s'agace du combat et dit aux deux d'arrêter de se disputer immédiatement. Il dit que le problème de la nourriture est plus important et propose un défi avec la graine. La rousse reconnaît l'objet et dit que c'est un trésor extrêmement rare à voir. Selon la légende, l'arbre doit être enterré dans un sol maléfique pour absorber l'essence. Ensuite, la bleue interrompt et dit que l'explication ne se termine pas là et a plus de détails. La plante a besoin d'énergie spirituelle et maléfique pour croître, et c'est pourquoi elle est si rare. Elle ajoute qu'elle a entendu dire que le fruit améliore la cultivation et accorde même des capacités divines. Le maître de secte pense que l'énergie spirituelle est facile, mais le sol maléfique sera un défi. Il se souvient que le royaume sinistre est plein d'esprits maléfiques, mais il n'en a jamais trouvé auparavant. Il demande ensuite à la petite immortelle de lui trouver un endroit pour se reposer. Le jeune homme a besoin de retourner à l'Apocalypse pour collecter plus de cristaux et affiner des trésors. Avec son plan en tête, le jeune maître sec s'endort finalement dans sa chambre. Soudain, la silhouette d'une femme en talons hauts entre dans sa chambre. L'ombre aux yeux rouges s'approche de lui pendant qu'il dort paisiblement. De retour dans son monde, il se réveille et voit qu'il a un message et des appels manqués du capitaine. Un hologramme d'elle apparaît, demandant pourquoi il ne répond pas à ses appels. Le jeune homme se rend ensuite au bâtiment de la guilde des nécrophages pour rencontrer son capitaine. Il appuie sur l'interphone et se demande si quelque chose de grave s'est produit pour qu'elle appelle autant de fois. La reconnaissance faciale confirme son identité et la porte s'ouvre pour qu'il entre. Alors qu'il ouvre la porte, une pluie de boîtes de nourriture et de déchets lui tombe soudainement dessus. Le jeune homme désespère devant le désordre et crie le nom de son capitaine à voix haute. Il voit alors la femme évanouie sur le canapé, avec la pièce dans un désordre total, et demande si elle va bien. Une femme nommée Fan Xiaoyu se retourne et demande ce qu'il fait là. Il répond qu'elle a dit qu'elle avait quelque chose de bien pour lui, et le capitaine le regarde d'un air séducteur. Le capitaine devient pensif et s'étire sur le canapé avec une expression très paresseuse. Elle s'assoit et semble confuse, se demandant quelle bonne chose elle pourrait avoir pour lui. Soudain, elle se souvient et dit avec un sourire qu'elle a décroché un très gros travail. Elle se vante d'avoir obtenu un excellent emploi et semble très fière d'elle. Comme elle est très occupée, elle lui offre l'opportunité de s'entraîner. La femme le serre dans ses bras et promet que la récompense sera généreuse et qu'ils se partageront tout. À ce moment-là, le capitaine dit qu'en tant que membre de l'équipe de nécrophages la plus forte, il ne peut pas être mauvais. Avec un sourire déterminé, notre héros dit qu'il veut saisir l'occasion d'améliorer son équipement. Le capitaine est d'accord avec l'idée et lève le pouce, avec un sourire sur le visage. Il lui demande ensuite de parrainer des fonds et la regarde avec une expression d'espoir. La femme réfléchit un peu à sa demande avec un air très sérieux sur le visage. Avec un joli sourire, elle répond que, bien sûr que non, elle n'a pas d'argent à lui donner. Elle explique que sa nouvelle capacité humaine est un physique surhumain et qu'elle n'a pas besoin d'équipement. Le jeune homme insiste alors et demande un peu d'argent, car il a entendu dire que son salaire était assez élevé. Le capitaine soupire et l'appelle Nav pour avoir cru les rumeurs qu'il a entendues. Elle explique que le matériel de jeu est plus cher et qu'elle doit acheter de nouvelles choses tous les mois. De plus, une nouvelle console va sortir et elle craint de ne pas avoir l'argent pour l'acheter. Le jeune homme se souvient que le capitaine est un accro à Internet et un joueur hardcore. Il réalise qu'il ne peut pas compter sur elle pour cela, et devra trouver une solution par lui-même. Même sans argent pour l'équipement, il ne refuse jamais les missions que le capitaine lui confie. Depuis son enfance, ses parents étaient décédés de faim et il a survécu en trouvant de la nourriture dans les poubelles. Il a été capturé par le gang de la peste de la rouille lors d'une guerre de territoire. L'un des membres du gang l'a attrapé et a décidé de le former comme enfant soldat. Cependant, lors d'un vol, ils ont été attaqués par une bête nucléaire et tout le monde a paniqué. Mais la créature ne l'a pas mangé, et il a été le seul survivant du massacre qui s'est produit.
À partir de ce moment-là, il a continué à survivre en étant une cible difficile à attraper pour les autres. Il a continué à se battre pour survivre et à échapper à divers dangers de justesse. Jusqu'au jour où il a rencontré une marée de bêtes nucléaires pour la première fois de sa vie. Au moment où il pensait que sa chance était épuisée, et qu'il serait dévoré par la créature. De façon inattendue, son bienfaiteur est apparu et l'a sauvé de l'attaque de la bête géante. La femme le serre dans ses bras et se plaint que la marée de bêtes lui a fait perdre son match classé. Elle dit au garçon de rester là et dit qu'elle doit en finir rapidement. Avec ses yeux brillants, elle se prépare à utiliser son puissant coup de poing doré contre les bêtes. Le capitaine lance alors un coup de poing droit doré avec une force incroyable et dévastatrice. D'un seul coup, elle élimine toutes les bêtes, achevant la mission 8 étoiles. Elle l'invite ensuite à la rejoindre, et il devient le seul membre de son équipe. Notre héros enfourche alors sa moto en direction de l'institut de recherche pour sa mission. À son arrivée, il est accueilli par un homme et deux jeunes filles qui l'attendaient. Il se présente comme le docteur Chou et serre la main de RMC. Il invite le jeune homme à entrer et à s'asseoir afin qu'il puisse parler de la mission. L'une des filles lui offre du thé, mais le jeune homme demande d'abord les détails de la mission. Le docteur explique que son institut est une organisation caritative qui aide les femmes bêtes. Il dit que, au cours des 5 dernières années, ils ont hébergé et secouru des centaines de femmes bêtes. Le scientifique pense que les préjugés à leur encontre sont injustes et qu'elles méritent un foyer. Pour éliminer les préjugés, ils étudient comment supprimer les gènes bestiaux et les transformer. Le scientifique révèle que l'institut est confronté à un gros problème avec une bête nucléaire. Par conséquent, ils doivent engager un nécrophage pour s'occuper de la créature qui les dérange. Soudain, une forte secousse ébranle le bâtiment, et tout le monde est surpris par la situation. Le docteur Chou crie que ce doit être éteint encore avec une expression paniquée. Notre héros dit alors à tout le monde de rester là et se précipite dehors pour voir ce qui se passe. Dehors, 2 gardes tirent sur quelque chose et crient que les balles sont complètement inutiles. Le jeune homme plonge alors au sol pour se mettre à couvert et est choqué par ce qu'il voit. Un serpent géant aux yeux rouges apparaît, et il se rend compte que le capitaine l'a totalement piégé. Il avertit que les écailles du serpent sont très épaisses et que tirer ne fera que l'agacer davantage. La créature pousse alors un cri sonique, et le jeune homme décide qu'il doit l'éloigner. Il s'approche alors d'un des gardes et lui demande de lui emprunter une grenade pour son plan. Les gardes sont choqués par son audace et se demandent s'il est vraiment un nécrophage. Sans perdre de temps, le jeune homme lance la grenade vers la gueule du serpent géant. La grenade explose en plein dans la gueule de la créature, causant des dégâts considérables et l'irritant. Il enfourche ensuite sa moto et attire l'attention du serpent pour qu'il le suive. Le serpent géant rugit de fureur, sa gueule pleine d'énergie bleue. Sur ce, la créature le suit loin de l'institut de recherche. Sur sa moto, il continue à lancer des grenades qui explosent sur le corps de la bête. Le jeune homme crie même de joie d'avoir autant de grenades à utiliser dans le combat. Il attire le monstre dans un canyon et dit que le combat se terminera là. Avec un sourire, il lance une série de grenades sur le serpent, comme un petit cadeau. Le serpent géant fait face à tous les explosifs qui tombent vers lui. Une série d'énormes explosions engloutit alors le corps de la créature géante. Une fois la fumée dissipée, il se prépare à utiliser une attaque électrique. Il saute alors dans les airs et déclenche un puissant éclair bleu. L'attaque électrique frappe le serpent géant de plein fouet, causant beaucoup de dégâts. À ce moment-là, le jeune homme observe la créature et se rend compte que sa méthode d'attaque est fiable. La blessure sur le corps du monstre commence à briller d'une étrange lumière verte. À sa surprise, la blessure de la bête commence à guérir très rapidement. Il est choqué par l'incroyable capacité de régénération de la créature. Le serpent géant rugit de douleur mais se prépare à une nouvelle attaque. La créature crache un liquide vert et toxique de sa gueule. Le jeune homme se met en colère et se plaint qu'elle utilise du poison, une tactique déloyale. Sur ce, le venin du serpent fait fondre tout ce qu'il touche et se transforme en une mare d'acide. La moto de RMC est complètement détruite par l'acide de la créature. Il se rend alors compte que ce n'est pas du poison, mais de l'acide concentré, et pleure sa moto. Le jeune homme s'envole alors dans le ciel et affronte le serpent géant, prêt pour la contre-attaque. Heureusement, il a encore un atout dans sa manche, le talisman du faucon qu'il a obtenu plus tôt. Pour sa moto bien-aimée, il jure qu'il se vengera de la créature qu'il a détruite. Grâce au pouvoir du talisman, il vole rapidement et promet d'en obtenir plus de cristaux. Il s'enveloppe alors d'énergie bleue et se prépare à une attaque puissante. Plusieurs entailles d'énergie frappent le corps du serpent géant, causant beaucoup de dégâts. La créature ressent les blessures et son corps commence lentement à s'effondrer. Il commente que le serpent est plus dur que le diamant, mais maintenant c'est fini. Le jeune homme atterrit alors sur le sol et observe le cristal nucléaire de la bête vaincue. Soudain, il remarque que l'œil de la créature pleure et est surpris. Son bracelet brille alors d'une lumière bleue très intense et mystérieuse. Sur ce, le serpent se transforme en une femme avec une queue de serpent et des cheveux bleus. Grâce à sa vision améliorée, il peut analyser la situation plus clairement. Il se prépare alors à porter le coup final et à achever la mission une fois pour toutes. Avec une entaille rapide et précise, il achève la créature avec sa lame d'énergie. Le corps de la femme serpent se dissout alors dans une mare de liquide violet sur le sol. Ensuite, le jeune homme informe le docteur qu'il ne restait que la queue de la créature à la fin.
Le scientifique le remercie et lui transfère la récompense de 20 000 $. Notre héros demande pourquoi une bête nucléaire géante est apparue dans une zone aussi sûre. Le docteur répond que ce n'est pas rare que cela arrive et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le scientifique lui offre alors la compagnie de 2 jeunes filles pour se détendre un peu. Mais le jeune homme devient méfiant et demande si l'institut offre ce genre de service. Il l'accuse alors d'offrir un service illégal, avec des femmes bêtes et le regarde avec colère. Le docteur est désespéré et dit que tout est consenti, juste un remerciement pour les avoir protégés. Avec un sourire malicieux, il a une idée audacieuse et demande à ce que toutes les femmes de chambre soient amenées. Le docteur est confus mais accepte d'arranger les choses pour lui immédiatement. Notre héros s'assoit alors sur le sol entouré de 6 femmes bêtes vêtues comme des femmes de chambre. Elles se présentent toutes et disent qu'elles sont très heureuses de pouvoir le servir. Bracelet brille, il dit qu'il ne ressent rien ici. Ambiance joyeuse. Il leur dit d'arrêter de faire semblant et se prépare à utiliser un pouvoir. Une malédiction de foudre frappe alors toutes les femmes de chambre, qui crient de douleur sur le sol. Le scientifique entre alors dans une pièce secrète, ses yeux brillant mystérieusement. À l'intérieur, il observe plusieurs tubes avec des femmes bêtes piégées pour ses expériences. Dans un tube plus grand, il regrette d'avoir fait attendre sa fille à cause de la bête nucléaire. Il s'approche alors et promet qu'il peut enfin la ramener à la vie. Soudain, notre héros apparaît et dit, « C'est donc pour ça que la bête m'a attaqué. » Le docteur est surpris et lui demande ce qu'il fait dans leur salle de sauvetage. Lassé des mensonges, le jeune homme assène un puissant coup de poing au scientifique, rempli de rage. Le docteur cesse alors de faire semblant et dit, puisqu'il insiste pour s'en mêler, il va montrer son jeu. Avec un sourire maléfique, le scientifique révèle qu'il a appuyé sur un bouton d'alarme sur son téléphone. Les femmes de chambre se lèvent avec les yeux rouges et l'entourent, prêtes à attaquer sur son ordre. Mais le jeune homme révèle qu'il a déjà perdu le contrôle sur elles et montre les colliers cassés. Le docteur est choqué, car retirer les colliers aurait dû faire exploser leur tête. Ensuite, le jeune homme dit que les femmes bêtes sont maintenant son peuple, et lui ont déjà révélé tous ses sales secrets. Il révèle que les scientifiques ont attiré des femmes bêtes à l'institut et les y ont emprisonnées. Les colliers électroniques pouvaient envoyer des décharges ou même faire exploser leur tête. Il utilisait les femmes bêtes comme cobayes pour des drogues d'amélioration interdites. Notre héros le confronte, disant que c'est lui qui nuit aux femmes bêtes qu'il prétend le plus protéger. Désespéré, le docteur nie tout et dit qu'il a fait tout ça à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Dans un flashback, il explique qu'il voulait aider les femmes bêtes et ne supportait pas de les voir opprimées. Dans une ruelle sombre, le jeune docteur se prépare à attaquer un homme avec une brique. Avec un coup direct, il frappe l'homme à la tête pour protéger une femme bête. Il la ramasse ensuite et l'emmène dans un endroit sûr, loin des dangers de la ville. Il est devenu biologiste, s'est marié et a eu sa propre fille avec sa femme. Après des années de recherche, il a finalement réussi à décrypter le code génétique des femmes bêtes. Mais tout s'est effondré quand il a reçu un appel désespéré et s'est précipité hors du laboratoire. Les femmes bêtes ont perdu la tête à cause de sa drogue, et quand il est arrivé, il était trop tard. Désespéré, il tient sa fille blessée dans ses bras et promet qu'il ne la laissera pas partir. Dès lors, ses recherches ont porté sur le sauvetage de sa fille, et non plus sur l'aide aux femmes bêtes. Pour payer ses soins de survie, il s'est allié à une organisation souterraine. Il a ensuite commencé à extraire des matériaux de femmes bêtes pour produire des drogues et des améliorants. Les drogues étaient vendues au marché noir, et il a fini par devenir la chose même qu'il détestait le plus. Mais il a finalement trouvé un moyen de la sauver grâce à la fusion génétique. La méthode était simple, mais trouver une femme bête génétiquement compatible était presque impossible. Il se souvient alors que la femme serpent blanche s'est échappée et a renversé bon nombre de ses marchandises. La compatibilité génétique de cette femme serpent était de 99%. Alors qu'il était sur le point de commencer la fusion, le serpent titan géant est apparu et a tout gâché. Le processus de fusion est long et ne peut pas comporter d'erreur, il devait donc d'abord se débarrasser du serpent. Maintenant que notre héros a vaincu la créature, il peut enfin commencer la fusion et ressusciter sa fille. Avec un sourire maléfique, le docteur ordonne que la fusion génétique commence via son téléphone, et le système confirme que le processus a démarré. À l'intérieur du laboratoire, le scientifique révèle que la fusion génétique a déjà commencé et ne peut plus être arrêtée. Alors le MC crie à ses compagnons de sauver les enfants avant que leur force vitale ne soit complètement épuisée. Il explique que détruire la source d'énergie maintenant ne fera qu'empirer les choses, donc la seule chose à faire est d'attendre. Soudain, notre héros est pris au dépourvu par quelque chose d'inattendu qui se passe juste devant lui et se demande ce qui se passe. En regardant à l'intérieur de la capsule, il voit que les deux bras semblent commencer à se relier. À ce moment-là, les corps des deux jeunes femmes commencent à fusionner de manière grotesque à mesure que le processus avance. Le scientifique observe tout cela avec un regard satisfait, mais notre héros sent que quelque chose ne va pas avec la procédure. Le visage de la fille se tord d'une pure agonie, et ses yeux brillent à mesure que la fusion approche de son terme. Bientôt, le processus tourne horriblement mal, et le scientifique réalise qu'il s'agit d'un cas de rejet génétique. Une fumée dense enveloppe alors les filles et leur corps. Désespéré, l'homme en blouse de laboratoire hurle que s'il n'arrête pas la fusion, la fille nommée Ziking se transformera en monstre. Mais soudain, le plafond du laboratoire commence à se fissurer. Juste après,
Une main pâle géante traverse le plafond fracturé. Une créature massive apparaît alors et commence à essayer d'arracher les câbles d'alimentation principaux de la machine. En voyant cela, notre protagoniste affiche un sourire confiant car c'était exactement ce qu'il voulait qu'il se produise. Il dit qu'il ne l'a pas éliminée, il lui a juste coupé la queue avant de la quitter. La femme demande pourquoi il a fait que ça, et le MC répond qu'il connaissait déjà ses véritables intentions. L'histoire commence après une guerre nucléaire qui a provoqué des mutations bizarres chez les animaux de la forêt. Un petit serpent vert s'est approché des humains, a été attaqué, et heureusement, un jeune docteur l'a sauvé. Des années plus tard, la petite fille sauvée a revu son sauveur, devenu un chercheur célèbre de l'année. Avec ça, la jeune serpent a eu l'idée de rendre l'appareil à la gentillesse que l'homme lui avait montrée. Alors, le serpent blanc a rejoint son ami, et les deux se sont faufilés dans l'institut de recherche. Mais au lieu de surprendre le docteur, ce sont elles qui ont eu un choc et sont tombées dans un piège. La fille aux cheveux verts a essayé de s'échapper, mais il était trop tard car elle a été capturée par les gardes. Sa compagne s'est battue courageusement pour la sauver mais a accidentellement renversé plusieurs produits chimiques. Les effets combinés des toxines ont fait muter le serpent blanc et attaquer tout le monde. Quand la créature s'est réveillée, elle avait déjà détruit la forêt et était devenue géante et puissante. Elle est allée à l'institut mais n'a fait de mal à personne, espérant que le docteur aiderait le serpent vert. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la personne qui a mis son ami en danger était le scientifique lui-même. Ironiquement, celui qui risque sa vie pour sauver la fille maintenant est notre héros, et non le prétendu bienfaiteur. Le scientifique panique quand il voit le monstre géant libérer son aura furieuse. Ailleurs, une femme aux cheveux roses se réveille, agacée que quelqu'un frappe à sa porte le matin. En ouvrant la porte, elle est accueillie par une mignonne petite fille aux cheveux verts qui dit bonjour. La femme est confuse, se demandant d'où vient cet enfant et si elle s'est trompée d'endroit. Juste après, notre héros apparaît et dit qu'il est de retour de la mission avec une récompense inattendue. Quelques heures plus tôt, l'expérience a été interrompue grâce aux efforts du serpent titan blanc qui les a libérés. L'échec de la procédure, Zhu Qing, la fille du docteur, a étonnamment repris conscience. Après s'être réveillée, la jeune femme a révélé une vérité choquante au scientifique qui la tenait dans ses bras. Elle lui dit que le vrai tueur de sa famille était une figure sombre couverte de tentacules. À cela, le docteur réalise qu'il a blâmé la mauvaise personne et causé un tort terrible à cause de son obsession. Son dernier espoir était de fusionner les gènes de la fille, mais l'alimentation du laboratoire s'est soudainement coupée. Pour fournir de l'énergie, le protagoniste utilise son dernier talisman de tonnerre pour la réparation génétique. Même si c'était son dernier recours, il savait que sauver les jeunes femmes était sa priorité absolue. De retour dans le présent, il finit d'expliquer l'histoire à la femme aux cheveux roses dans la pièce en désordre. Elle demande ensuite si la récompense de la mission est la petite fille mi-humaine, mi-bête sur ses genoux. Il explique que si la fille est laissée seule, elle pourrait ne pas s'en sortir, alors il veut la former à rejoindre leur équipe. Sa partenaire accepte alors l'idée et décide de donner un nom à la nouvelle venue, puisqu'elle va vivre avec eux maintenant. Elle la nomme Petit Léopard, mais la fille dit qu'elle a déjà un nom, et notre héros pense que le surnom est bizarre. La femme aux cheveux roses prévient que personne n'a droit à un voyage gratuit ici, donc la petite fille s'occupera de toutes les tâches ménagères. Juste après avoir réglé les choses avec la nouvelle, notre héros est allé dormir, en serrant un énorme cristal de serpent nucléaire. Il se réveille alors et remarque que ses cheveux ont énormément poussé pendant la nuit. À cela, le gars est complètement choqué et n'a aucune idée de ce qui se passe. Levant les yeux, il voit une femme et lui demande ce qu'elle fait sur lui comme ça. Elle répond qu'elle veut pratiquer une culture spéciale avec lui pour récupérer et raffiner de meilleurs trésors. Notre héros a un flashback des deux échangeant du pouvoir et se demande ce qu'est cette culture duale. La jeune femme dit que puisqu'il a bénéficié de l'échange de pouvoir, il doit maintenant lui montrer les résultats. Son partenaire demande au maître de secte d'utiliser le cristal pour raffiner un trésor de haut niveau. La femme utilise alors sa capacité et crée une sorte d'esprit violet et ombreux dans sa main. Soudain, l'ombre géante apparaît devant lui, et le guerrier est surpris, ne sachant pas ce que c'est. L'ombre prend la forme du MC, et la femme se demande si le trésor a reconnu son maître de lui-même. L'énergie violette commence alors à se matérialiser et à parcourir tout le bras gauche de notre héros. La même énergie remonte son corps et se transforme en un détail circulaire sur sa poitrine. Il porte maintenant un nouvel ensemble de robes, et sa partenaire le félicite pour la création du nouveau vêtement. Elle dit que le costume absorbe la lumière et permet à l'utilisateur de se déplacer sans être vu ni détecté. Soudain, on voit la femme, épuisée sur le sol, demandant au maître de secte de la laisser partir. Il dit que les objets sont bons, mais sa partenaire se plaint que le processus de création était beaucoup trop fatigant. Le gars lui dit alors de se reposer et dit qu'il emmènera les deux autres déterrer cette soi-disant terre maléfique. La femme affiche alors un sourire espiègle en regardant son maître de secte s'éloigner. Dehors, il y a une fosse au milieu d'une vallée sombre, complètement remplie de corps. De cette fosse émerge une femme aux cheveux blancs qui respire enfin l'air frais après des siècles. À cela, une fille aux cheveux rouges se plaint de l'odeur, et le héros leur dit d'arrêter de se battre et de se dépêcher. Une des femmes prend alors un peu de terre du sol pour l'analyser et voir si le sol est utile. La femme aux cheveux rouges explique que la terre ici est inutile car elle n'a pas absorbé le ressentiment.
Soudain, une des filles remarque quelque chose et avertit qu'une créature arrive. La femme aux cheveux blancs dit alors à tout le monde de se cacher, car quelque chose est très proche d'eux. Une créature bizarre émerge au sommet de la montagne de Kor. Le monstre étire son cou étrangement et semble capter une odeur différente dans l'air. Elle change de forme et dit qu'elle a senti une personne vivante mais ne trouve personne à proximité. À cela, la créature s'en va, car elle doit trouver un nouveau disciple avant d'être utilisée comme sacrifice. Après qu'elle s'éloigne, notre héros utilise sa capacité et émerge de la pile de corps invisibles. Il annule alors le sort d'invisibilité et retire la capuche de sa nouvelle et puissante cape d'ombre. Il commente que la créature cherchait un nouveau disciple. Son nouveau costume l'a sauvé d'une confrontation directe avec cette femme à l'apparence bizarre. L'apparence du monstre l'a également aidé à comprendre où trouver la véritable terre maléfique qu'il cherchait. La créature précédente guide un groupe de personnes vers une porte, disant que là ils trouveront le bonheur éternel. Les deux femmes infiltrent le groupe, et l'une d'elles demande si entrer là-dedans n'est pas simplement marcher dans un piège. La femme aux cheveux blancs lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle a déjà un plan, et le maître a juste besoin de la suivre. Une fois à l'intérieur, la créature semble verrouiller un grand cadenas. La femme dit alors à tout le monde de se reposer et d'attendre les instructions du maître de secte. Une des filles propose d'y aller avec le maître, mais l'autre dit qu'il devrait faire attention s'il y va seul. Il leur dit de ne pas s'inquiéter car il connaît l'endroit et leur demande d'agir dès qu'il donnera le signal. L'endroit est sous un sort, et plus on y reste longtemps, plus la distorsion spatiale devient intense. Selon les souvenirs de l'ancien propriétaire, l'endroit qu'il cherche devrait être au bout de ce couloir. Soudain, il entend un bruit et sous sa forme de chat, son poil se hérisse. Le MC ressent une pression sinistrée à la chair de poule à cause de la présence qui approche. Une créature de peau avec un long cou apparaît et le fixe avec ses yeux violets brillants et vides. Le monstre ne le voit pas car le chat a utilisé l'invisibilité, et la créature se demande pourquoi il n'y a personne. Le sort draine beaucoup d'énergie, et comme sa culture est basse, il doit se dépêcher avant d'être complètement drainé. Il atteint enfin sa destination et tombe sur une grotte remplie de figures et de corps bizarres. Deux êtres étranges guident les gens vers un portail, promettant une vie sans douleur ni souffrance. Mais le chat sait que cette histoire d'ascension vers un endroit meilleur est en fait une énorme arnaque. L'endroit est un four de sacrifice d'âme, rempli d'énergie maléfique et de ressentiment. Le feu maléfique du four est aussi froid que la glace mais provoque une intense sensation de brûlure au toucher. Il prend de la terre et décide de partir avant que son énergie ne soit complètement drainée. Soudain, le protagoniste est enveloppé d'une aura violette et commence à flotter, ne comprenant pas ce qui se passe. Il se demande si le four affecte plus que les âmes. Comme prévu, son énergie spirituelle s'épuise, et il ne peut plus maintenir sa forme. L'aura violette le tire vers le bas, et sous sa forme humaine, il croit que sa fin est enfin venue. Il essaie de résister de toutes ses forces, mais la puissance d'aspiration de ce pilier est trop forte. Les âmes l'entourent, et il se rend compte que si cela continue, il sera raffiné par le four de sacrifice d'âme. Sans autre choix, le guerrier se prépare à utiliser son arc, mais quelque chose d'inattendu se produit. Soudain, un esprit de couleur verte apparaît et le touche, lui demandant si le guerrier peut vraiment la voir. Il est surpris et demande comment une âme comme elle n'est pas raffinée et aussi qui elle est. La femme le fait taire et révèle qu'elle est différente des autres car elle est l'esprit artefact du four. Elle dit que ses capacités sont incroyables et comme son aura n'est pas maléfique, elle propose un marché. La jeune femme se présente comme Xiao Jing et révèle qu'elle était le trésor gardien d'une ancienne secte appelée Xuandan. Sa capacité lui permettait de raffiner les démons et les monstres, les transformant en diverses pilules immortelles. Outre les pilules pour la cultivation, elle pouvait également raffiner des objets rares qui accordaient des capacités divines. La paix, cependant, n'a pas duré, car une tribulation maléfique a détruit la secte, et elle est tombée entre de mauvaises mains. L'ancêtre Wudong l'a scellée et l'a transformée en four de sacrifice d'âme pour raffiner des pilules maléfiques. La femme demande de l'aide pour retirer l'aiguille divine qui l'épingle afin qu'elle puisse enfin être libre. Elle propose d'être son esprit artefact et de répondre à toutes ses demandes. Notre héros s'agite et lui dit d'arrêter de parler de remboursement et de juste confirmer une chose d'abord. Il mentionne l'énorme pilier, et la jeune femme confirme que c'est l'aiguille divine qui la retient. Le gars dit qu'il n'a pas le choix car s'il ne l'aide pas, il finira piégé pour toujours aussi. Elle dit que ce n'est qu'en retirant le pilier, qui est le corps principal de l'aiguille, qu'elle pourra être libérée. Il la rassure en disant qu'il ne veut pas de son corps, et pour le moment, ne sait pas comment la sortir de cette situation. Alors elle s'approche et touche le protagoniste. Ensuite, la fille le tire du pilier et s'accroche à lui. Il lui dit de ne pas lâcher prise pour l'instant, sinon elle sera aspirée à nouveau, et lui demande de lui laisser le reste. Sur ce, notre héros invoque son grand trésor Tianyang pour l'aider dans ce retrait difficile. L'épée géante frappe alors le pilier, mais elle ricoche. Les deux se taisent un instant alors qu'il réalise la difficulté de la tâche à accomplir. Pour cela, il invoque le fouet du mot véritable, se préparant à utiliser toutes ses forces. Le guerrier utilise alors son fouet pour essayer d'arracher l'énorme pilier d'énergie, mais rien ne se passe. L'esprit demande si le MC va bien, et il dit qu'il devra utiliser le corbeau de feu pilule qu'il a raffiné. Le gars pense qu'il voulait économiser ses objets, mais en utiliser un pour aider la fille semble valoir le coup.
Mais il se corrige en disant que ce n'est pas qu'une fille, mais un vaisseau qui peut créer encore plus d'objets. Avec un regain de puissance, le guerrier parvient finalement à briser l'énorme pilier d'énergie. Elle demande pourquoi son corps est si chaud, et il répond que les effets de la pilule commencent à se faire sentir. De toutes ses forces, il saisit le pilier d'énergie à main nue, provoquant des fissures avec ses doigts. Il se débat de toutes ses forces pour retirer l'aiguille divine qui emprisonne la fille dans cet endroit sombre. Le guerrier détruit finalement le pilier de chaîne, et le jeune esprit est maintenant complètement libre. La femme est maintenant libérée des chaînes, et son corps revient à la normale alors que l'aiguille est retirée de sa poitrine. La jeune femme le serre dans ses bras en signe de gratitude, mais le guerrier est confus par la réaction de l'esprit. Il ignore la menace et pense que la priorité maintenant est de trouver un moyen de sortir de cet endroit. Soudain, une créature bizarre apparaît, le traitant de voleur et disant qu'il ne sortira pas vivant de là. Pendant ce temps, la créature bizarre apparaît et observe, se demandant pourquoi le voleur lui semble si familier. Sur ce, notre héros réalise qu'ils ont fait trop de bruit et ont fini par réveiller le cultivateur de moelle. Le rare secret les transforme en monstres et il n'a qu'une seule chance d'éliminer tous les ennemis. Sur ce, la créature se souvient de quelque chose et dit, c'est elle qui l'a jeté de côté la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Elle est surprise que le voleur soit toujours en vie et se demande comment il a survécu au fourneau d'âme. Il supplie la dame immortelle d'épargner sa vie. L'entité maléfique le fixe et demande quel trésor il a apporté pour qu'elle le voie et si elle peut en tirer profit. Soudain, le gars voit une ouverture et se prépare à frapper avec son poing enflammé, ne voulant pas le gâcher. Notre héros tire alors un puissant rayon de feu sur la créature en utilisant toute sa force dans l'attaque. Énorme boom, la créature bizarre est écrasée au sol, et une petite version de celle-ci devient enragée. Le monstre au sol remarque une lueur dorée provenant de sa poitrine et se demande ce qu'est cette lumière. Xiao Jing explique que c'est l'os parfumé de moelle dorée, et que toute sa puissance est stockée à l'intérieur. Le guerrier saisit alors l'objet, et l'esprit lui dit de le prendre et de partir. Il dit que l'effet des pilules de force s'est estompé, mais il a obtenu un prix supplémentaire et décide de s'en aller. Heureusement, l'énergie spirituelle de notre héros s'est rétablie, et sous sa forme de chat, il prévoit de se regrouper. Le corps de la créature se désintègre, et son âme se transforme en mouche, jurant de se venger de notre héros. Pendant ce temps, ses compagnons attendent dehors, et l'un d'eux se plaint qu'ils n'ont aucun sens du danger. La femme aux cheveux roux se plaint que l'autre dort comme une souche dans un endroit dangereux comme celui-ci. L'âme de mouche s'approche alors de la femme aux cheveux roux. Agacée par le bourdonnement des insectes, elle essaie d'écraser la mouche et se plaint d'où viennent ces insectes. Sur ce, la créature s'approche du corps de la femme aux cheveux blancs dormant sur le sol. La mouche se pose sur le visage de la fille endormie et dit que ce vaisseau n'est pas si mal. La rousse n'est pas dupe et prépare une gifle puissante pour frapper la mouche. Coup direct, elle réussit à faire tomber la mouche, l'âme du visage de son ami. La femme aux cheveux se réveille alors confuse et se demande ce qui s'est passé, car elle a ressenti un coup puissant. Sur ce, elle s'inquiète, pensant que le chef de secte pourrait avoir des problèmes, et si la bataille a déjà commencé. La blanche se réveille et dit à son ami de se calmer, mais l'autre remarque son comportement étrange. Son ami dit que le mille-pattes est habile, et qu'il devrait l'utiliser pour s'échapper et ensuite l'éliminer. Notre héros les informe qu'il a obtenu l'élémentaire et dit aux deux de le rejoindre à la sortie. Soudain, une créature bizarre apparaît et complimente la femme, disant qu'il aime les filles coquines comme elle. Il se présente comme le mille-pattes, et invite les deux dans sa chambre, qui est beaucoup plus confortable. Son ami dit que le mille-pattes est habile, et qu'il devrait l'utiliser pour s'échapper, et ensuite l'éliminer. Avec un visage rouge, le monstre dit qu'il aime la façon dont elle parle. La femme saute alors et donne un coup de pied puissant au mille-pattes, lui disant de se tenir tranquille. Le monstre est projeté avec une grande force et s'écrase sur le sol après le puissant coup de pied de la fille. La rousse dit qu'elle en a marre de parler et qu'elle veut se battre, mais son ami se plaint qu'elle a révélé leur couverture. La blanche accepte de se battre et dit de diviser les trésors que le maître de secte leur a donnés. La femme aux cheveux roux regarde l'équipement et ramasse une des grenades pour l'inspecter. Elle est émerveillée par l'objet et l'appelle une pilule immortelle géante, disant que la sensation est incroyable. Sa compagne lui offre alors toutes les pilules et dit qu'elle s'en tiendra à son arc et à ses flèches. La fille rousse accepte l'offre avec un sourire et tient l'arme à feu avec une grande excitation. Soudain, la créature se lève furieuse et demande qui sont ces deux filles impertinentes. Le monstre se transforme alors et plusieurs bras jaillissent de sa tête alors qu'il dit « Il a failli être dupé ». Voyant cela, la rousse crie à son ami nommé Liuli de s'écarter car elles vont tout donner. L'ennemi ouvre sa bouche géante pour les dévorer, mais la fille crie qu'elle ne sera pas son dîner. Elle dit qu'il ne sert à rien de se cacher plus longtemps, et dit à son ami d'aller trouver le chef pendant qu'elle se bat. La blanche commence à disparaître, et l'autre crie pour qu'elle ne passe pas l'arme à gauche avant de se venger de la gifle. Seule, la rousse réalise qu'elle ne pourra pas tenir et porte une des pilules en forme de grenade à sa bouche. Mais elle se souvient de la pilule divine du maître et pense qu'avec elle, le combat pourrait tourner en sa faveur. La fille avale alors la pilule et se couvre la bouche pour l'empêcher de s'échapper. Soudain, l'objet explose avec une force incroyable, créant un grand nuage de fumée. Toute la poussière. On voit la silhouette de la fille, toujours debout et apparemment bien. Le monstre ouvre sa bouche géante, se préparant à attaquer.
La créature claque sa bouche violemment après la morsure. Pendant ce temps, la blanche fuit la scène, et court dans les couloirs sombres de l'endroit. Elle sent que l'aura de Moshe a disparu et elle est soulagée, pensant qu'elle peut enfin se détendre. La femme se demande comment son ami est devenu l'assassin numéro 1 et se souvient d'un détail. Dans l'esprit de la rousse, sa conscience est vulnérable et commence à sombrer dans un profond sommeil. À ce moment-là, l'âme de la mouche apparaît et dit que les rôles sont inversés, car elle a failli être tuée par la fille. La créature dit qu'elle va saisir cette chance unique de dévorer sa conscience et de prendre son corps. Cependant, une main sombre émerge et attrape la petite âme avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Une entité maléfique apparaît et se demande ce qu'un insecte fait dans la mer de conscience de Minxia. Sans réfléchir, la figure démoniaque écrase la petite âme dans sa main avec force. Sur ce, la rousse prend une nouvelle forme et dit que la sensation d'écraser des insectes est géniale. L'entité démoniaque flotte au-dessus de la rousse. À ce moment-là, les deux consciences entrent en collision dans une explosion de lumière intense et brillante. Pendant ce temps, le corps physique de la femme est saisi par plusieurs mains étranges dans un cauchemar. De retour dans son esprit, la nouvelle forme de la fille pousse un rugissement de pure fureur avec ses yeux violets. Dehors, le monstre géant se rétablit lentement après l'avoir dévoré. Il dit que c'est du gaspillage de la dévorer, mais elle l'a cherché, et maintenant il va s'en prendre à l'autre. Cependant, il est choqué quand un poing sort de son estomac. Soudain, son corps commence à subir des coups simultanés de l'intérieur vers l'extérieur, laissant la créature confuse. La forme démoniaque de la fille émerge et déchire le corps du monstre en morceaux sans effort. Elle dit qu'elle a été piégée pendant des siècles et ne s'attendait pas à ce que l'ennemi soit si fragile et faible. Sur le sol, une main bizarre avec un œil dans sa paume est tout ce qui reste du monstre après l'attaque. La guerrière regarde le membre et se rend compte que c'est la base du pouvoir de son adversaire. Sans réfléchir, elle marche et écrase la main avec l'œil sous son pied avec une grande force. Elle dit ensuite qu'elle doit d'abord jeter un coup d'œil autour d'elle pour savoir où elle se trouve maintenant. La main s'enfuit rapidement. Pendant ce temps, la main avec l'œil dans sa paume se cache d'elle. Soudain, le MC sous forme de chat noir apparaît et pique la main avec l'œil dans sa paume avec sa patte. Le MC se demande pourquoi la main est si familière et l'esprit confirme que c'est la base du pouvoir de Béchou. Ailleurs, la femme aux cheveux blancs cherche la sortie, mais ne la trouve nulle part. Elle se rend compte que le couloir semble interminable et se demande ce qui se passe. Soudain, une voix la surprend, lui demandant si elle pense pouvoir s'en aller comme ça. La jeune femme se tourne et voit le cultivateur méditer et se demande d'où il vient. À ce moment-là, elle est enveloppée d'une aura bleue et pense que cela pourrait être un mur fantôme. La guerrière invoque alors son arc et dit qu'elle se fiche de ce qu'il est. La femme tire une flèche d'énergie bleue vers l'ennemi. Le projectile frappe la tête de l'homme, qui semble se déformer après l'impact. Cependant, il se rétablit bientôt et dit calmement qu'elle le cherche avec cette attitude. Son corps se transforme en une fumée verte et se déplace mystérieusement, apparaissant devant elle. Sa main a transpercé son abdomen, et il dit qu'elle va maintenant récolter ce qu'elle a semé. La main la frappe alors avec une quatrième force, et la fille crache du sang, sentant l'impact du coup. L'homme fixe la femme et lui demande si elle s'est infiltrée dans la secte exprès, puisque son pouvoir est grand. La jeune femme aux cheveux blancs répond avec un sourire, et dit que sa question n'a pas d'importance car il est déjà foutu. Il est confus par sa réponse et se demande alors ce qu'elle veut dire par foutu. Plusieurs tentacules dégoûtants émergent alors et lit la fille alors que l'homme dit qu'elle va parler. Il la soulève dans les airs et dit que puisqu'elle ne veut pas coopérer, il n'y a aucune raison de la laisser vivre. Les tentacules, la tenant dans ses poings, la transportent alors à grande vitesse. Tout en la tenant, il lui demande si elle aimerait rester avec lui. Ensuite, il rapproche la fille et commente que c'était une bonne fortune de l'avoir trouvée, toujours piégée, mais tout son corps commence à émaner une énergie bleue. Bientôt, son corps commence à briller d'énergie, le faisant briller comme s'il se brisait. L'illusion du fantôme se brise et il est choqué de ne pas avoir remarqué la technique de haut niveau. Une petite version de lui apparaît et se demande comment la femme sait aussi utiliser la technique fantôme. Elle le regarde de haut et révèle qu'elle a utilisé cette capacité juste pour le faire sortir de sa cachette. La femme explique alors que sa technique n'est qu'une imitation de l'art secret du clan du dragon ascendant. Il se présente comme Takshu et dit que puisque leurs capacités sont similaires, ils devraient faire équipe. Il l'invite à rejoindre la secte. Mais elle dit qu'elle ne joue pas avec les gens qui sont sur le point de mourir. À ce moment-là, le fantôme se met en colère et dit que si c'est comme ça, il ne gaspillera plus de mots avec elle. La créature utilise alors sa technique, et son corps se tord en une forme bizarre avec plusieurs bras. Avec plusieurs têtes, l'ennemi charge rapidement vers la fille pour attaquer de toutes ses forces. Cependant, la femme aux cheveux blancs est impassible, et son corps commence à briller d'une aura bleue. Elle se transforme et maintenant avec des cornes de dragon, elle se prépare à se battre. L'ennemi est choqué et se demande comment elle est du clan du dragon, qu'il pensait éteint. Enveloppée dans sa puissante aura, elle utilise son arc contre la créature. D'un coup rapide, la jeune femme tire un puissant faisceau d'énergie qui frappe la tête du fantôme de plein fouet. Il raille, disant que la technique est inutile et qu'elle a déjà essayé d'utiliser le même mouvement auparavant. Cependant, le tir était si propre que même lui n'avait pas senti le trou dans son front. La tête de Taexu se dissout, et il crie que c'est impossible alors qu'il est vaincu.
Il explique que son sang de dragon annule les illusions et que cela n'a jamais fonctionné sur elle. Donc, en réalité, la créature elle-même était celle qui était prise dans une illusion. Après que la moitié de son corps se soit également dissous, quelque chose de bizarre en émerge, la laissant confuse. La guerrière remarque que la base du pouvoir de l'ennemi n'est qu'un morceau de la queue d'un dragon de pierre. Soudain, des chaînes d'énergie rouge la lient, et elle entend un son étrange près de son oreille. Ailleurs, sa partenaire démoniaque est également affectée par le son et crie dans une pure agonie. La rousse se plaint que sa tête lui fait très mal à cause du bruit qu'elle ne peut pas arrêter d'entendre. Sur ce, notre héros tient sa compagne inconsciente pendant que la main est ligotée. Il se demande quel était ce son que même Minxia ne pouvait pas supporter et veut savoir où est Lily. Le petit esprit apparaît et avertit que le son est un signe que le patriarche Wutong sort de sa réclusion. Elle explique qu'il absorbe le sang pour sa cultivation, et son aura est maintenant assez forte pour confondre les esprits. Le gars est ennuyé parce qu'ils n'ont aucune chance contre le patriarche, mais il ne peut pas laisser Lioli derrière. À ce moment-là, l'esprit dit qu'elle a un plan mais a besoin de la pleine coopération du héros, qui demande plus de détails. Toute gênée, la petite créature dit que pour que le plan fonctionne, ils doivent effectuer une double cultivation. Le protagoniste est choqué et se demande s'ils vont vraiment faire ça dans cet endroit horrible. Elle dit non, et que la culture se fera à l'intérieur de son corps alors qu'une lumière bleue le frappe. Son corps commence alors à briller, et le gars est transporté dans une sorte de royaume spirituel. Il demande où il est, et elle explique que c'est son royaume spirituel et le seul endroit pour la culture. Elle dit que son royaume spirituel est idéal pour la culture immortelle qu'ils sont sur le point de commencer. L'esprit révèle qu'elle a raffiné la base du lotus doré, en utilisant l'os parfumé du taoïste qu'il a vaincu. Avec cela, il peut absorber et convertir toute la puissance de culture restante de l'ennemi en utilisant le lotus. De plus, l'objet peut amplifier les effets de la culture plusieurs fois après qu'il ait tempéré son corps. Lorsque le processus sera terminé, le gars avancera immédiatement à l'étape de raffinement Q. Il se demande si c'est ce que l'on ressent lorsqu'on cultive, car une énergie chaleureuse et agréable traverse son corps. Son partenaire le serre dans ses bras et dit qu'il a déjà progressé et que la base du lotus doré a été complètement épuisée. La petite créature révèle qu'elle a secrètement stocké une partie de la puissance de culture des âmes qu'elle a raffinée. Elle dit qu'elle transférera toute cette puissance accumulée directement à notre jeune héros. Elle l'avertit que cela pourrait être un peu douloureux au début et lui demande de tenir bon pendant le processus. Avec un sourire, l'esprit dit qu'elle va maintenant l'aider à former sa propre fondation Tao. Dans le monde réel, le corps du héros flotte tandis que la main sur le sol semble sentir le changement de puissance. Soudain, la main bizarre s'agite et parvient à se libérer des cordes qui la liaient au sol. Avec cela, l'étrange objet est maintenant complètement libre et semble prêt à s'échapper de l'endroit. Cependant, la femme dragon apparaît et fixe la main, se demandant si c'est la base de puissance du gros type. La femme dragon voit le héros inconscient et la main essayant de s'enfuir, puis se demande ce qui s'est passé. Sans hésitation, elle se déplace et attaque la main qui se trouve sur le dessus de son partenaire ou inconscient sur le sol. La guerrière atterrit un coup de pied puissant, en plein milieu du visage de son partenaire pour frapper la main. Bientôt, elle se réveille tandis que le protagoniste reste inconscient, avec une expression assez insolente sur son visage. À ce moment-là, des chaînes d'énergie rouge émergent de nulle part, indiquant que le vrai méchant est enfin arrivé. L'énergie maléfique entoure les deux filles, qui ont l'air effrayées par la situation dangereuse devant elles. La tête de Roseau devient alors appréhensive et s'interroge sur l'origine de cet étrange bruit d'écho. Son partenaire câblé est également surpris et ne sait pas quel est ce son mystérieux et fort. Une projection d'âme géante apparaît, et la fille se demande pourquoi il est si grand. L'entité géante demande alors quel misérable rat a osé perturber sa culture isolée. Lily remarque que le maître est toujours inconscient et se prépare à se battre, même avec peu d'énergie. Son partenaire commente qu'elle n'est pas sûre que sa force sera suffisante pour aider dans le combat difficile. Le jeune dragon donne alors un léger sourire comme si elle avait un plan pour cette situation compliquée. Avec cela, les deux décident d'unir leurs forces et de combiner leurs auras pour une attaque puissante contre la main de la créature. Ils tirent ensuite un faisceau d'énergie massive vers la projection d'âme de l'ennemi. Le coup puissant perce la main de la créature, mais elle commence d'une manière ou d'une autre à se régénérer. Cependant, l'entité maléfique parvient à se ressaisir. En colère, le méchant demande comment ils osent lui manquer de respect et dit qu'ils ne s'en sortiront pas vivants. Une main d'énergie géante, il se déplace pour écraser les deux guerriers à la fois. La rousse dit qu'elle ne pensait pas qu'elle rencontrerait sa fin avec son ami, et elle répond qu'elles régleront leur compte plus tard. Soudain, le protagoniste apparaît, enveloppé d'une aura dorée, et les filles le regardent, surprises. Avec une nouvelle épée et une puissance immense, le protagoniste utilise sa petite paume contre l'immense paume de la créature. Le MC tire ensuite un faisceau de lumière dorée qui détruit complètement l'attaque du méchant. Cependant, la créature se rétablit et projette un coup de poing cette fois en disant « Comment une fourmi ose-t-elle défier un arbre divin comme moi ?» Le patriarche dit que puisque son corps a été brisé, le karma entre eux sera réglé dans le monde souterrain. Le poing du méchant frappe le sol avec une force énorme, provoquant une énorme fissure dans la zone. L'entité regarde alors la destruction sur le sol et semble chercher quelque chose autour. Soudain,
Le monstre réalise que les trois ont disparu et se demande où ils sont allés. Il dit alors que leurs fils de vie sont déjà liés et qu'il les retrouvera bientôt. La rousse remarque l'aura du maître et dit qu'il est proche de l'étape de formation du noyau. La femme aux cheveux blancs se rend compte que le maître ne s'est pas évanoui mais cultivé tout le temps. Avec un regard sérieux, le héros répond que c'est une longue histoire, et il expliquera tout plus tard. Le guerrier dragon demande si la culture est terminée, et il leur dit de se diriger d'abord vers la secte. Il leur demande de ne pas oublier de couvrir la fosse avec les corps, car le patriarche les chassera. La jeune femme aux cheveux blancs dit que ce ne sont pas seulement les corps qui suffisent, et la rousse convient qu'ils ont besoin d'un sort. La femme dragon utilise sa capacité et son corps brille d'une intense énergie bleue. Son sort crée un sceau magique sur la fosse pour empêcher quiconque de la trouver. Maintenant, la fosse est complètement recouverte d'une montagne de corps, et le passage est scellé. Après avoir tout réglé, le trio parvient finalement à s'échapper de cet endroit sombre et dangereux. De retour à la secte, le protagoniste est choqué et se demande ce que c'est devant lui. Il voit une petite créature se faire attaquer par deux corbeaux d'énergie violet et ne comprend rien. L'un des corbeaux se jette alors pour picorer la tête de la petite créature mignonne de toutes ses forces. Quelqu'un crie à l'autre créature d'arrêter de se battre, mais la bagarre continue. Soudain, deux femmes apparaissent, et l'une d'elles demande ce qui se passe là. L'une accuse l'autre de voler des pierres, et la femme le nie, disant que c'était pour le bien du maître. Notre héros pense que la femme volait des cristaux pour cultiver et demande ce qui est si spécial dans l'endroit. Le petit explique que la pièce secrète de l'ancien maître s'appelle le Humbret Pavilion. Son compagnon s'énerve et demande comment l'autre connaissait l'endroit, mais elle dit que c'était juste un accident. Avec un sourire, le gars leur demande de ne plus voler de pierres, car ils ont des choses plus importantes à faire. Il remet les cristaux nucléaires restants à Xiaoshan pour qu'elle puisse invoquer de nouveaux disciples pour la secte. Le petit est également responsable de la supervision de Huyu afin qu'elle puisse raffiner de nouveaux trésors. Quant à ses deux autres amis, ils doivent s'assurer que le germe de vigne pousse, car il est crucial pour tout le monde. Après avoir donné les ordres, le chef de la secte se rend à l'entrée du pavillon, qui ressemble à une grotte cosmique. À l'intérieur, il laisse son corps cultiver avec l'aide de Xiao Jing pour atteindre le niveau de puissance suivant. On voit le regard serein sur le visage du protagoniste. Il ferme ensuite les yeux et entre dans un état de méditation profonde pour faire avancer sa culture. Ailleurs, le patriarche dit à son disciple qu'il comprend maintenant tout, et qu'il n'est pas le seul à blâmer. Cependant, l'entité maléfique ajoute que même ainsi, son serviteur porte toujours une partie de la responsabilité. Le méchant dit que puisqu'il a semé le karma, il devra maintenant récolter les conséquences de ses propres actions. Un monstre bizarre émerge alors et perce les restes du disciple pour absorber toute son énergie. Le méchant dit que la larve cramoisie aidera le disciple à reconstruire son corps physique. Son disciple renaît, mais sa nouvelle forme est complètement bizarre et terrifiante. Le méchant prévient que le corps ne dure qu'un jour et qu'il doit capturer les trois pour le faire durer plus longtemps. Soudain, ailleurs, on voit un gars aux cheveux orange voler avec un jetpack dans le désert. Il se vante que son jetpack d'occasion vole à 1200 km/h. Soudain, notre héros le dépasse facilement, et l'autre gars est complètement choqué. L'autre se demande quel genre de jet c'est et décide de poursuivre le protagoniste pour jeter un coup d'œil. Notre héros pense que sa cultivation lui permet de voler avec son épée, et il n'a plus besoin de véhicule pour se déplacer. Le plus surprenant est que sa cultivation est synchronisée avec son corps du monde apocalyptique. Il arrive ensuite dans une ville et décide de s'occuper d'abord de sa tâche principale. Le gars aux cheveux orange le rattrape et atterrit juste derrière lui. Voulant arriver en premier, il dépasse le protagoniste et entre dans le bâtiment. Une femme les accueille et explique que les missions de rang inférieur se trouvent au premier étage. Le gars se vante alors qu'il est de rang C, mais dans un an, il prendra des missions au deuxième étage. Le protagoniste ignore l'autre gars et commande une bière et un repas à la réceptionniste. Le barman verse une bière avec style et demande si le petit Singh est venu rendre sa mission. Avec un sourire, notre MC complimente les compétences de l'homme et dit que c'est du gâchis de les utiliser là. L'employé dit qu'il est vieux et qu'il aime le travail, mais félicite le protagoniste pour ses récents exploits. Notre héros dit que c'était de la chance et qu'il est toujours un pauvre chasseur de rancé comme toujours. L'autre gars est stupéfait et se demande comment un rancé a fait tout ça seul, et s'il a un objet spécial. L'homme au bar dit que la mission a rapporté 5000 pièces et que le gars ne devrait pas être fauché. Le protagoniste explique que son capitaine prend la plus grosse part, et maintenant il veut une mission plus difficile. Il pense que son but est de vaincre les créatures et de collecter des cristaux, car le patriarche reviendra. Ses disciples ne se sont pas encore rétablis, il a donc besoin de rassembler des objets pour se préparer à l'avenir. L'employé dit que le capitaine est avide, mais les rancés ne peuvent pas entreprendre des missions difficiles seuls. Le gars aux cheveux orange est choqué d'apprendre que le capitaine du protagoniste est le célèbre fan Xiaoyu. Il s'approche alors de notre héros et demande si les deux aimeraient former une équipe. L'autre gars se présente comme Luo Lishin et tend la main au protagoniste avec un sourire. Notre héros pense que l'équipe de l'autre gars compte 350 membres et accepte la proposition. Luo Lishin dit qu'il a entendu parler de ses exploits, et qu'il est impressionnant et n'a pas besoin d'être modeste. Le barman dit qu'ils ne pourront pas, car la règle de la mission est une équipe de 3. Soudain,
une fille mignonne apparaît et demande si le duo recherche toujours un membre d'équipe. Elle se présente comme Ling Yu, une chasseuse de rance et de l'équipe Sakura, et propose de rejoindre. Avec un sourire, Lulichan accepte tout de suite et accueille le nouveau membre de l'équipe. Maintenant avec une équipe complète, il demande au barman une recommandation de mission pour commencer. Le protagoniste demande alors une mission difficile avec beaucoup de monstres et si possible, un boss à la fin. L'employé commente que son attitude imprudente lui rappelle son capitaine, mais il a une mission. Il montre une mission 3 étoiles sur le suivi des enfants perdus dans une forêt fantôme. Selon l'homme au bar, l'endroit était autrefois paisible, mais maintenant ils disent que la forêt est hantée. Sans une seconde pensée, notre héros claque le comptoir et dit qu'ils acceptent la mission tout de suite. Avec cela, un écran confirme la formation de l'équipe et l'acceptation de la dangereuse mission forestière. Lésion est inquiet, mais le MC dit qu'avec lui là-bas, il n'y a rien à craindre, et son épée résoudra tout. L'employé avertit que le problème n'est pas les fantômes, mais le temps, car les enfants sont déjà portés disparus. Il montre une carte avec 3 itinéraires et explique que 2 d'entre eux sont rapides mais très dangereux. La 3e option est sûre, mais prendrait plus de 10 heures, ce qui serait trop tard pour les enfants. La nouvelle fille dit alors timidement qu'elle a une solution au problème. À cela, elle montre une crevette brillante dans ses mains, l'air très fier de l'objet. Dehors, elle tient la crevette et appelle Xiaolan, offrant sa collation préférée. Ensuite, elle lève la crevette vers le ciel, et une énorme énergie bleue émerge, indiquant l'invocation. Avec cela, un gigantesque puits d'énergie bleue apparaît des cieux, impressionnant tout le monde. Ils sont choqués par la baleine, et elle explique que, étant donné sa taille, ce n'est qu'un bébé. Notre héros est impressionné car c'est la créature la plus rapide qui existe, et l'autre gars ne peut penser qu'au prix. La jeune femme explique que la baleine ne peut voler qu'à haute altitude, ils doivent donc monter. Notre héros porte alors la fille dans ses bras, et l'autre gars se demande pourquoi elle n'a pas volé avec lui. Une fois au sommet de la baleine, l'autre gars commente que c'est étrange car le vol est stable et ne se sent même pas rapide. Elle explique que la baleine est lente mais peut prendre des raccourcis, puis dit à la créature de se préparer. Avec cela, la jeune femme crie à la créature d'y aller, et des éclairs bleus commencent à entourer tout le monde. La baleine plonge alors dans une faille spatiale. Avec cela, il voyage à travers une sorte de trou de verre avec l'espace tout déformé. Notre héros se demande si c'est une distorsion spatiale et ressent une énergie maléfique familière à proximité. Le raccourci de la baleine les emmène directement dans la forêt du vide, un endroit sombre rempli de brume violette. La baleine les laisse là, et le groupe atterrit dans la forêt sombre pour commencer leur dangereuse mission. Notre héros commente que la forêt a toujours été paisible, il est donc étrange qu'une classe entière disparaisse à l'intérieur. Son nouveau partenaire commente que l'atmosphère y est sinistre et lui rappelle une terrible légende locale. Surpris, les 2 gars ont demandé à leur nouveau compagnon quelle était cette histoire effrayante. Elle explique que dans le passé, l'endroit était connu sous le nom de forêt des miracles pour son abondance. À cause de cela, l'endroit était riche en ressources, alors plusieurs survivants humains y ont construit un village. L'endroit était habité par des hommes bêtes qui étaient très amicaux avec les humains nouvellement arrivés. Cependant, une nuit, les humains ont été attaqués et leurs corps ont été suspendus aux arbres comme un avertissement. Une équipe a été envoyée pour enquêter, et les hommes bêtes ont été chassés comme principaux suspects. La partie la plus effrayante est qu'un fantôme a tout regardé, et seule une petite fille pouvait le voir. Le gars aux cheveux orange dit que la fille a dû avoir peur parce que les fantômes n'existent pas dans ce monde. Ling Yu répond alors que non, et que la petite fille ne s'était certainement pas trompée à ce sujet. Elle révèle que cette petite fille est maintenant son capitaine, et c'est elle qui lui a tout raconté personnellement. Lulichan est choqué d'apprendre que son capitaine est un chaman, et notre héros pense que s'il y a des fantômes, ce sera facile. Agacée, la jeune femme dit que son capitaine n'est pas un chaman, mais une voyante spirituelle. Soudain, la silhouette d'un enfant apparaît courant à travers la forêt sombre et effrayante. Le protagoniste remarque que quelque chose est là, et l'autre gars avertit qu'il ressemble à un étudiant, et il commence à le suivre. À cela, la silhouette entre dans un immense bâtiment par une fenêtre cassée, et disparaît à l'intérieur. L'équipe est choquée de voir un bâtiment scolaire au milieu de la forêt et se demande si c'est réel. La fille a alors peur quand elle voit la silhouette d'un autre étudiant à l'étage supérieur du bâtiment. Sur ce, notre héros crie à tout le monde d'entrer vite et de vérifier ce qui se passe. Cependant, alors qu'il s'approche, les portes de l'école se referment soudainement avec une force énorme, les laissant complètement choqués après le bruit de la porte qui claque. Juste après, des vignes avec une lueur verte émergent et enveloppent tout le bâtiment de l'école. Bientôt, les étranges vignes envahissent complètement l'école. Tout d'un coup, le bracelet de notre héros commence à briller intensément. Il se rend compte que la porte s'est refermée, le laissant bloqué sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Il se retrouve dans un couloir d'école complètement dévasté. Soudain, il aperçoit un tas de silhouettes et les éclaire nerveusement, pour découvrir qu'il ne s'agit que de mannequins. Il jure avoir vu quelque chose bouger. Il décide d'aller chercher ses amis. Mais, sorti de nulle part, une main s'étend pour atteindre notre héros. Et juste au moment où la main est sur le point de le toucher, il réagit et attrape la petite main. Quand il regarde bien la silhouette, il voit que ce n'est qu'une petite fille effrayée.
La petite fille se met à pleurer et demande s'il peut la ramener chez elle. Le personnage principal utilise son bracelet pour vérifier si c'est un fantôme, mais rien n'est détecté. Alors, il s'agenouille et demande le nom de la petite fille. Elle explique qu'elle fuyait quelque chose et qu'elle a été séparée de ses camarades de classe. Notre héros demande où sont passés ses amis. La petite fille révèle qu'un fantôme les a tous emmenés. Ailleurs, un jeune homme essaie de communiquer via sa radio. Soudain, le jeune homme entend une chanson étrange. Le son semble venir de l'intérieur d'une pièce, alors il se dirige vers elle. À l'intérieur de la pièce, il a une vision d'enfants se tenant la main. Les petits enfants chantent ensemble en chœur. Au milieu des enfants, la femme blonde est allongée. Il se désespère et crie le nom de la fille. À ce moment-là, les enfants se retournent, révélant leur vrai visage. Sans une seconde de plus, le guerrier se jette sur les minuscules monstres. Il parvient à vaincre les ennemis. Juste après, le corps du monstre commence à se transformer en cendres et à disparaître. Le gars court vers son ami et essaie de la réveiller. Il ouvre enfin les yeux lentement. Qui est-il? Confuse, la jeune femme se lève et demande où elle est. Son ami lui dit qu'elle a rencontré un fantôme, mais qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Il devient alors tout confus et dit qu'il la protégera de tout danger. La fille lui fait alors un câlin, le remerciant de l'avoir sauvée, et le pauvre gars se fige, complètement abasourdi. Maladroitement, le jeune homme essaie de la calmer, disant qu'il sera toujours à ses côtés. Soudain, l'âne lui lève la tête, révélant un visage sombre et terrifiant. Des tentacules jaillissent d'elle et commencent à s'enrouler autour du corps du jeune homme, complètement terrifié. Il est totalement englouti par les étranges vignes. Après que tout se soit évanoui, la vraie Lanyu apparaît, marchant dans le couloir. Elle marche dans le couloir en ayant l'air effrayé. La fille se demande comment elle va contacter l'équipe sans son bracelet de signal. Elle entend un bruit. La jeune femme se retourne, surprise, et aperçoit le personnage principal. Mais incroyablement, il y a soudainement deux personnages principaux. Tout d'un coup, le personnage principal de droite crie sur l'autre. Sur ce, il se précipite en avant et assène un solide coup de poing en plein visage de son autre version. L'impact révèle le faux MC avec son corps bizarre. Notre héros se tourne et dit à la fille de ne pas avoir peur, car il la protégera. La créature se lève et dit qu'il est un imposteur lui aussi. Confuse, elle dit que ce n'est pas possible. Après avoir réalisé qu'ils sont tous les deux faux, elle décide de se défendre. Tout en utilisant son énergie, elle commente qu'elle peut entendre leur communication interne. Les deux monstres sont surpris car ils n'avaient aucune idée qu'elle pouvait faire ça. Elle concentre son énergie pendant que les monstres la regardent. Puis les créatures attaquent la fille. Mais soudain, elle crie le nom de son compagnon. Immédiatement après, un grand monstre sanglier apparaît. L'énorme créature défonce le mur et envahit la pièce, attaquant les monstres. Sans perdre de temps, le sanglier charge les monstres, les mettant en pièces. Le sanglier regarde les créatures avec colère. La fille remarque que l'un des monstres a réussi à s'échapper. Ailleurs, la petite fille ouvre une porte. Elle montre la pièce du doigt, disant qu'ils sont là-dedans. Ils entrent dans la pièce et se retrouvent face à face avec un étrange trou dans le mur. La petite fille se met à pleurer et supplie le héros de sauver ses amis. À ce moment-là, notre héros utilise son pouvoir et élimine la petite fille, qui était en fait un monstre. Sur le sol, la petite silhouette commence à se transformer en vigne, révélant son vrai corps. Mais il pense qu'il a été conduit là pour une raison, alors il utilise sa technique pour examiner le trou. À l'intérieur, il trouve plusieurs cocons suspendus au plafond. Soudain, les tentacules noirs commencent à bouger. Les vignes fusionnent et forment un grand monstre devant lui. La créature se révèle et regarde notre héros de haut. Et en un instant, la créature attaque le personnage principal. Dans les airs, il contre-attaque, coupe deux des cocons et son ami tombe au sol. La créature est toujours debout. Le MC s'approche de son ami et mentionne qu'ils sont à l'intérieur d'un système digestif. Son ami panique, pensant qu'il est un fantôme. Le jeune Harold est surpris, car il ne savait pas que le protagoniste avait éveillé ses pouvoirs. Mais soudain, la créature de vigne recommence à bouger. Le monstre grandit encore plus, prenant une forme bizarre. Il réalise que le monstre ne se contente pas de copier les apparences, il absorbe aussi les souvenirs de ses victimes. Et juste à ce moment-là, leur ami apparaît, chevauchant le sanglier géant. L'énorme créature charge et attaque le monstre. La rousse est stupéfaite par le sanglier géant. La fille sourit. À ce moment-là, des vignes géantes se manifestent dans la forêt. Le méchant réalise alors que son corps reçoit des nutriments du monstre. Avec un sourire narquois, il déclare que maintenant, la vraie bataille est sur le point de commencer. À l'intérieur du monstre, ils sont terrifiés car l'espace commence à rétrécir. Le personnage principal et ses amis sont écrasés. Le méchant révèle qu'il lui a fallu des années pour créer ce piège, et que tous les 10 ans, il devait absorber les nutriments des humains pour survivre. Le monstre a maintenant absorbé les nutriments d'un chasseur de classe C. Avec un sourire, le méchant tient un fruit et dit qu'il est enfin mûr. Même s'il a fallu des centaines d'années pour les cultiver, les fruits sont enfin prêts. L'arbre périra juste après avoir porté ses fruits. Mais soudain, il remarque que quelque chose ne va pas avec les fruits. Un instant plus tard, les fruits commencent à pulser avec une étrange énergie. Les fruits se flétrissent ensuite, perdant toute leur couleur et leur énergie. Le monstre devient furieux,
se demandant comment les nutriments ont pu disparaître. Une énorme explosion se produit. C'est notre garçon qui a réussi à s'échapper et à sauver tout le monde. Le monstre se demande comment un chasseur aussi faible a pu échapper à son piège. Il décide d'attaquer le MC. L'étrange énergie du méchant provoque une sorte de distorsion. La distorsion devient un portail, que l'homme utilise pour attaquer le MC et ses amis. Voyant le danger, le personnage principal lance son fouet au sanglier, afin qu'il puisse porter ses amis. Le sanglier emmène ensuite ses compagnons tous en même temps. À ce moment-là, le méchant furieux attaque de tous les côtés. Les attaques se resserrent, venant de toutes les directions. Le personnage principal utilise sa capacité fantôme pour frapper le méchant. Le MC réussit à trancher le méchant. À la surprise de notre héros, le méchant ne ressent aucune douleur et se moque de l'attaque. Le monstre se demande comment un chasseur de classe a pu le blesser ainsi. Avec un regard furieux, la créature dit qu'un chasseur inutile ne devrait pas posséder autant de pouvoir. Il se demande qui est vraiment le personnage principal, mais frappe ensuite le MC avec un autre coup puissant. L'impact du coup est si puissant qu'il envoie le personnage principal voler au sol. Au sol, le MC se demande comment quelqu'un avec autant de pouvoir peut même exister. Serrant les dents, il admet que l'ennemi est fort. Il pense à appeler son équipe à l'aide, mais cela prendrait trop de temps. Il comprend alors qu'il doit tenir au moins 2 heures jusqu'à l'arrivée des renforts. Pour combattre le monstre, il sort 2 talismans pour augmenter son pouvoir. Il active ensuite les amulettes et utilise sa technique secrète. Une aura dorée commence à émaner du MC, et soudain, sa main devient rouge. Avec le pouvoir du talisman, sa forme physique change complètement. Voyant cela, le méchant sourit et dit que le combat devient plus intéressant, et dit que maintenant il va se battre pour de vrai. Pas le temps, il attaque à nouveau. Mais en un clin d'œil, le personnage principal apparaît devant le méchant. Avec un sourire narquois, le méchant claque des doigts. Le personnage principal ne se démonte pas et attaque le méchant, mais le méchant prépare rapidement une contre-attaque. Dans ses mains, une lance faite d'énergie cosmique se forme. Les deux s'affrontent ensuite dans un combat avec leurs puissantes lances. Avec un impact puissant, les deux armes entrent en collision. Mais notre garçon prend le dessus et réussit à trancher à nouveau l'être cosmique. Le méchant pense que la lance de notre gars est beaucoup trop durable. Notre garçon pense que les talismans ne durent que peu de temps, il doit donc être rapide. Saisissant l'opportunité, il s'approche et tranche le haricot en morceaux, tout comme Trink l'a fait à Freezer. Après avoir découpé le haricot, il s'approche des restes. Mais la créature n'en a pas fini et admet avoir sous-estimé le personnage principal. Soudain, la créature commence à émerger de ses propres restes. Choqué, le personnage principal réalise que Dur a le pouvoir de contrôler l'espace et le temps. Il comprend que pour gagner ce combat, il devra complètement anéantir le méchant. Le méchant sourit et dit qu'il ne peut vraiment pas gagner ce combat. Le monstre utilise ensuite sa capacité, créant quelques copies de lui-même. Même face à ces difficultés, le personnage principal siffle. Il invoque alors un cheval fait d'énergie. Monté sur son destrier doré, il charge avec son armée de chevaux. Alors commence. On aurait dit que le personnage principal montait un dragon, mais il s'agissait en fait de centaines de chevaux d'énergie. La troupe dorée descend des cieux comme un météore vers le méchant. Il réalise que les talismans perdent leur effet, et il doit mettre fin au combat en portant un coup puissant. Une fois de plus, il déchire le méchant. Le personnage principal se retourne, croyant qu'il a gagné, pensant que l'ennemi est enfin vaincu. Mais le méchant utilise sa capacité spatio-temporelle sur le personnage principal, le prenant au dépourvu. Ailleurs, nous voyons une montagne couverte de corps et de squelettes éparpillés. Au milieu du carnage, une femme mystérieuse cherche quelque chose. Elle réalise alors que l'énergie du monstre a complètement disparu de la zone. Avec un regard sérieux, la femme dit que si elle ne trouve pas le monstre, elle sera punie par son maître. Elle invoque alors un mille-pattes géant pour trouver le voleur qui lui a dérobé son monstre. Avec ses yeux rouges, la créature dit qu'elle peut sentir sa proie. Agitée, elle dit que l'odeur vient de là-bas. Avec un sourire, la créature dit que le voleur doit chercher d'autres trésors. Soudain, une ombre mystérieuse passe à toute vitesse et l'élimine en un instant. Les femmes sont surprises de voir une personne cachée. L'ombre se dresse alors au-dessus du corps qu'elle a vaincu. L'assassin dit que les femmes de cet endroit sont très belles. Elle se lèche ensuite les lèvres et dit que leur beauté lui donne très faim. De retour au combat, le personnage principal flotte dans un espace cosmique. Puis l'être encapuchonné le confronte et lui dit qu'il s'est enfin arrêté. Avec un sourire confiant, l'être d'énergie dit qu'il aime les surprises et qu'il veut voir l'histoire de notre garçon. Il utilise ensuite son pouvoir pour toucher le visage du héros et lire ses souvenirs. La silhouette encapuchonnée dit que le type n'est qu'un simple collecteur d'ordures sans rien de spécial. Mais soudain, l'être d'énergie cosmique est surpris par ce qu'il voit dans les souvenirs. Il se demande pourquoi le héros a des souvenirs qui n'appartiennent pas à ce monde. De plus, il voit des images d'un lieu désolé rempli d'étranges créatures. L'être encapuchonné détecte également une énergie puissante venant du personnage principal. Excité, il dit qu'un adversaire comme celui-ci le surexcite. Il transforme sa main en lame et dit qu'il ne peut pas laisser le héros se développer davantage. Avec la lame sur le cou de notre type, l'être encapuchonné se demande s'il doit l'éliminer maintenant. L'espace autour d'eux commence à se briser. Soudain,
une fille mystérieuse apparaît et exige qu'il lui rende le cristal. L'être d'énergie se demande comment elle a réussi à briser sa barrière avec sa seule voix. La fille dit qu'elle a enfin trouvé sa cible. Sans perdre de temps, elle se lance à toute vitesse. L'être d'énergie cosmique ne peut pas réagir à temps et est frappé de plein fouet. Avec la force de son coup de poing, la femme arrache la moitié du torse de l'être. Le personnage principal, qui est retenu, commence à tomber. Alors qu'il tombe, la femme l'attrape. Mais avant qu'il ne touche le sol, la mystérieuse jeune fille parvient à l'attraper. Le héros dans ses bras, elle lui demande s'il va bien et lui dit de se réveiller. Il ouvre les yeux. Il l'appelle ensuite capitaine et dit qu'il va bien. Mais il n'a pas pu vaincre l'ennemi. La femme est surprise et se demande comment l'ennemi peut être aussi résistant. À ce moment-là, l'être d'énergie commence à se régénérer. Soudain, un arbre géant émerge du sol avec plusieurs fruits étranges dessus. Voyant l'arbre, la femme crie que l'ennemi essaie de s'échapper. Il commence alors à attaquer simultanément l'arbre et ses fruits. Avec un coup direct, la femme coupe un fruit qui tombe au sol. Juste à ce moment-là, les amis du personnage principal arrivent et lui demandent s'il va bien. Le type aux cheveux orange s'approche et demande d'où vient ce fruit bizarre. Le héros pointe alors l'arbre et dit qu'il kidnappe des gens pour générer ces fruits. Le capitaine dit que si le fruit est maléfique, ils doivent le détruire immédiatement. Mais quand elle essaie d'attaquer l'objet, rien ne lui arrive. Tout le monde est confus, ne comprenant pas ce qui se passe. Pendant ce temps, dans une autre dimension, l'être d'énergie cosmique parvient à s'échapper. Les fruits de l'arbre qu'il a réussi à sauver tombent dans cette dimension. Tous les fruits dégringolent. Il se prépare ensuite à rassembler les fruits qu'il a réussi à sauver de l'attaque. L'être encapuchonné est soulagé d'avoir évité de justesse d'être vaincu par le groupe. Une énergie rouge apparaît. Une silhouette sombre émerge et demande si l'être a réussi à obtenir les fruits de l'arbre. Il répond qu'il n'en a eu que 7 et que 2 collecteurs d'ordures se sont mis en travers de son chemin. L'être sombre dit qu'il s'occupera des fruits et que l'autre être doit devenir plus fort. Il absorbe ensuite les fruits et dit que cela l'aidera à récupérer une partie de son pouvoir. La silhouette encapuchonnée dit qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour récupérer toute sa puissance. L'être sombre ordonne ensuite à l'autre de trouver le reste et de les apporter à cet endroit dans un bâtiment futuriste connu sous le nom de guilde des collecteurs d'ordures. À l'intérieur, nous voyons une réunion se dérouler. Un garçon aux cheveux noirs dit qu'il a convoqué tout le monde pour une affaire importante. Un type aux cheveux violets se plaint, disant que tout le monde est occupé et que la réunion est une vraie corvée. À lui se trouve un homme chauve avec une grande barbe. Le type aux cheveux violets s'imagine avec une femme et dit qu'il ne l'utilise que pour reconstituer son énergie. À cela, une femme aux cheveux noirs est confuse par leur conversation, et sa tasse commence à flotter. À côté d'elle, le capitaine dort profondément sur la table de réunion. Le garçon dit alors de ne pas la réveiller, et qu'il devrait continuer la réunion. Il dit qu'il a un message important de l'ombre, et que ses disciples vont briser le sceau de la région. Tout le monde dans la pièce devient sérieux en entendant parler de cette menace imminente. Un homme en armure dit qu'il a attendu longtemps pour cela et que cette fois, il effacera l'ombre. Le type aux cheveux violets demande alors ce qu'il y a de si spécial dans cette ombre. Une femme aux cheveux verts dit qu'il n'était pas à la guerre, mais que l'ombre est un ennemi puissant. L'un d'eux demande si cela signifie qu'ils ont une chance de gagner la bataille. Le garçon répond que les chances ne sont pas nulles, mais qu'elles ne sont pas non plus très élevées. Nous voyons les personnages principaux se battre contre l'ombre. Le jeune homme aux cheveux noirs dit que notre héros est leur chance de gagner dans le futur. Ailleurs, nous voyons le personnage principal avec une petite fille dans un laboratoire souterrain. Un chercheur remercie le jeune homme d'avoir apporté le fruit, et il dit que ce n'était rien. La scientifique dit que le fruit ressemble à une plante mutante, et elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. À cela, la petite fille s'approche du réservoir et dit que c'est un fruit d'un arbre humanoïde. Le héros et la chercheuse sont surpris et demandent ce qu'est un arbre humanoïde. La fille explique que c'est une espèce de plante qui a évolué pour avoir une conscience. Elle dit ensuite que la mutation se produit pendant la phase de mue des graines de l'arbre. La petite fille continue d'expliquer que le processus prend des centaines d'années. Elle dit que l'énergie de l'arbre est transférée au fruit pour qu'il puisse mûrir. Nos garçons, confus, demandent comment la petite fille peut savoir tout cela. La fille dit alors que les souvenirs semblent être dans son esprit et pourraient venir de son père. Soudain, le fruit à l'intérieur du réservoir commence à pulser. La chercheuse dit que le fruit est sur le point de mûrir. On revoit alors la créature étrange précédente. La créature attaque la petite fille. La femme en jaune utilise une ceinture. La petite femme avec son sourire macabre contre-attaque également. Elle attaque la créature étrange. Le monstre se moque du petit être. Elle est devenue trop arrogante et a fini par être tranchée par les griffes de la fille. Et en un clin d'œil, elle a été vaincue. La femme aux cheveux verts est choquée de voir l'ennemi vaincu d'un seul coup. La femme en jaune explique que le petit être est un zombie de classe spéciale. Elle montre ensuite les différents types de zombies qui existent dans le monde. La femme continue, disant que le petit être est le roi zombie le plus fort qui existe. À ce moment, la femme aux cheveux verts réalise que l'ennemi a ce puissant zombie. Et juste au moment où elle pensait à s'échapper, le roi zombie la transperce en un clin d'œil. La femme aux cheveux verts se met en colère d'avoir été piégée alors que son corps se dissout, ne laissant que son os doré derrière elle. Avec un sourire, la femme en jaune vole le doigt d'or à la femme.
Elle dit ensuite que le petit être doit poursuivre l'ennemi et récupérer le reste. Un Jadinli, un monstre terrifiant émerge du sol. On voit deux personnes jouer au roi des combattants. Le capitaine se plaint que la petite fille ait déjà gagné 30 fois de suite. Alors le personnage principal arrive en balayant et leur dit de jouer à autre chose parce qu'ils font trop de bruit. Le capitaine dit alors que la tâche de la fille est de jouer avec elle. Notre garçon s'énerve et se rend compte que ramener la petite fille à la maison était une erreur. Il pense que la mission a été un succès, mais l'argent ne suffit pas pour acheter des armes. Notre héros, Lehman, n'a pas trouvé de cristaux lors de la dernière mission. La petite fille lui demande alors s'il veut un cristal et dit qu'elle connaît un endroit. Le personnage principal est surpris par l'information et demande si c'est vrai. Il se dirige donc vers un lieu montagneux sombre pour trouver le cristal. Il dévale la gorge avec son épée. Atteignant le fond de l'endroit, le héros se retrouve dans un nid de serpents géants. Le personnage principal utilise une technique pour se diviser en 10 clones afin de trouver le bon chemin. Après une journée de recherche, il trouve enfin l'endroit qu'il cherchait. L'endroit est rempli de cristaux verts brillants et lumineux. Le personnage principal s'enthousiasme et dit qu'avec autant de cristaux, il peut enfin fonder son propre clan. Soudain, un cercle magique violet apparaît au milieu de la grotte. Une fille tout droit sortie de Poudlard émerge d'un cercle magique avec une baguette à la main. Le héros est confus en voyant la mystérieuse fille. Il se demande alors si elle est l'une des nouvelles étudiantes de l'Académie des ramasseurs de déchets. La fille commence soudainement à émaner son énergie. La tenue de sorcière se dissout rapidement. De retour au roi zombie, elle se jette sur l'énorme créature. Elle déchaîne de puissantes égratignures. Son puissant coup arrache certains des membres de la créature. Mais dès qu'il perd des bras, d'autres repoussent rapidement. La créature mille pattes géante attaque le roi zombie. Une femme en jaune dit que le monstre peut se diviser, et c'est un problème. Elle se mord alors le doigt pour utiliser une technique spéciale. La femme utilise son sang pour invoquer une énergie rouge. Avec ses yeux brillants, la femme en jaune utilise sa technique de 1000 hommes. Elle parvient à trouver le point faible du mille pattes géant. La femme ordonne alors au petit être d'attaquer le point faible du monstre géant. Le petit être se précipite à grande vitesse. La créature frappe alors le point faible du mille pattes, révélant même la petite main qui le contrôle. Celle en jaune profite de l'occasion pour frapper avec sa lame. Elle tranche alors la petite main avec le mille pattes. Le roi zombie adore voir ce gâchis. La femme en jaune ressent la tension physique de sa technique. Elle dit alors qu'elle a enfin éliminé la menace. Elle s'effondre alors, mais le roi zombie la rattrape à la dernière seconde. Il retourne ensuite à l'intérieur du puits alors que des moustiques monstres s'envolent de la bataille. Il transporte des informations importantes sur le puits.